Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre avec un regard très pointu sur l'Afrique qui bouge depuis ce matin, puisque les dernières nouvelles au Soudan nous signalent qu'Omar el-Béchir a été destitué. C'est une information de dernière seconde. Donc Omar el-Béchir, qui n'est plus le président du Soudan, c'est l'armée qui a pris ses responsabilités dans ce pays-là. On sait que jusqu'à hier, nous avions des images de cette femme Allah Salah qui était devenue l'icône de la contestation des manifestants à Khartoum au Soudan, et donc ces manifestations qui étaient à leur 5e jour hier, qui ont donc, comme on le voit, eu la tête de Omar el-Béchir. Et là encore, on voit bien que l'armée a joué un rôle capital, puisqu'un conseil a eu lieu ce matin, et ce conseil donc a décidé de destituer Omar el-Béchir de la présidence de la République du Soudan. Tout à côté, en Algérie, ça commence également à montrer de belles choses, puisque là-bas aussi, l'armée a pris une part prépondérante sur la transition. On voit très bien que Abdelkader Ben Salah n'a pas les pouvoirs que l'on pouvait croire, puisque désormais, c'est le chef d'état-major de l'armée algérienne qui dit tout, qui dicte l'agenda. Gaïd Salah, qui dit clairement qu'il a pour mission de faire en sorte que le pays, que l'Algérie, ne tombe pas dans le chaos. Il a d'ailleurs accusé certaines puissances étrangères de vouloir donc s'émixer dans les affaires internes de l'Algérie, ce qui montre là encore que là-bas, en Algérie, l'armée a aussi pris ses responsabilités pour conserver un système. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre. Nous sommes le jeudi 11 avril 2019. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Question. Que vient chercher Nalova Lyonga à Douala? Fallait rester à Yaoundé. Fallait pas venir à Douala. Vous venez chercher quoi à Douala? 2 semaines après l'assassinat de cet enfant, vous étiez occupé par la 21e édition des Jeux FENASCO. Aujourd'hui, 2 semaines après, vous descendez au lycée de Deido pour voir les lieux du drame. Allez à Bepanda, saluer la famille et avoir une séance de travail avec les enseignants du département du Vouri. Shame. Shame. Moi, à votre place, je poserai ma démission. Monsieur Batchou Chalamel égale à lui-même, qu'on va retrouver Madame Monsieur. Même que la famille même ne la reçoit pas, Monsieur. C'est pas normal. 2 semaines après le décès. Écoutez, Chalamel, on vous a compris. On vous a totalement compris. C'est du Chalamel dans le texte et dans l'expression. Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, qui arrive, on va dire, un peu comme tous les, quoi, un peu en retard dans cette situation. On voit très bien, très en retard. On voit très bien qu'il y a un malaise, il y a un déphasage, il y a un décalage, une déconnexion dans l'espace et dans le temps sur la gestion de ce dossier du jeune Blériot, donc mort au sein du lycée bilingue de Deido. Chalamel, je vous l'ai dit, vous êtes fidèle à votre réputation. Vous retrouvez à 10h30 dans le cadre de votre colère quotidienne. D'ailleurs, nous aurons l'occasion juste après cette colère de faire des commentaires et décrypter, disséquer les différents mots que vous utiliserez pour peindre les mots M-A-U-X du Cameroun. Chalamel Batchou. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, le 10-12, le Zénith, avec vous également, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. 6 adolescents sont portés disparus. Nous sommes à Fongotongo et dans un village nommé Alou, une zone frontalière au sud-ouest. Les parents sont inconsolables de ce côté. Les enfants ont quitté leur village pour aller s'approvisionner en vivres et depuis quelques jours déjà, ils sont introuvables. On s'interroge et on pourrait faire, certains veulent faire le lien avec la crise anglophone. En tout cas, on continue de s'interroger. Il faut pousser. Et puis les enlèvements et disparitions ne font que s'enchaîner encore et encore. Ils sont âgés entre 11 et 18 ans pour ces pauvres gamins qui sont emportés et disparus.
Merci. Donc, Florazé, qu'on va retrouver à 11h05, madame, monsieur, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux sur nos médias sociaux, tout ce qui bouge dans nos smartphones. Nous recevons beaucoup d'alertes via les différentes plateformes sur ces réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, voilà, qui sont devenus des vecteurs, des moyens de transmission des informations, des nouvelles. Et d'ailleurs, nous sommes dans le monde du 21e siècle et on voit très bien que même pas un pas sans que vous ne soyez assaillis par ces commentaires, ces publications, ces posts-là. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bobo Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous avons l'espoir que ces enfants, ces 6 adolescents pourraient rentrer vivants, comme l'a été monsieur Justice Fried Mboua, président du tribunal des grandes instances du FACO, qui a été enlevé mardi et qui est rentré vivant hier dans l'après-midi. Merci, monsieur le tribunal. Dieu merci pour lui. D'accord. Alors, on va démarrer l'émission de ce matin, madame, messieurs. Nous sommes, je le rappelle, jeudi 11 avril 2019, édition évidemment qui vous accompagne jusqu'à 12h. Donc, démarrons ce programme avec l'histoire du jour qui est contée par vous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au panel du 10-12 Le Zénith. Ce matin, on va s'intéresser au problème de Nadège qui nous a souligné son problème et elle est un peu inquiète. Elle aimerait bien avoir les réponses ou encore les conseils des sages sur ce plateau, sur comment faire. Alors Nadège est mariée, ça fait 1 an au maximum et elle a eu un enfant tout récemment, de sexe féminin. Et cet enfant-là est né et vous savez bien que le processus d'enterrement du placenta est assez compliqué dans nos familles et la personne qui s'en est chargée, c'est le grand frère du mari. Et à présent, lorsque le nombril de l'enfant est aussi tombé, ils l'ont remis à la grande sœur du mari encore. Mais Nadège reste quand même inquiète. Elle aimerait savoir est-ce que ce qu'ils ont fait est normal, est-ce que c'est bien puisque la belle-mère, elle est malade depuis et elle ne pouvait pas faire ce trafic-là. Le placenta a été enterré en ville. Et le nombril va aller au village. Elle aimerait savoir est-ce que le processus qu'ils ont entamé est bien, qui doit le faire, qui doit enterrer le placenta de l'enfant, qui doit enterrer le nombril de l'enfant lorsqu'il tombe. Comment est-ce que ça doit se passer puisque elle n'est pas assez orientée vers les questions traditionnelles bantoues. D'accord. Alors, juste pour comprendre, qui a enterré le placenta? Petit rappel. Le grand frère du mari. Le grand frère du mari et qui a enterré qui va enterrer le nombril. La grande sœur du mari encore. Du mari encore. Ok, d'accord, c'est compris. Alors bon, on va d'ailleurs en parler. Juste une petite parenthèse avant qu'on ne dissèque cette histoire, même si ça rentre dans l'introduction de ce qu'on pourrait en faire. Il y a l'expression enterrer son nombril, hein, ça se dit partout. Donc lorsqu'on veut dire son attachement à un terroir, on dit mon nombril est par exemple enterré à Douala, donc je suis de Douala. Donc c'est une expression qu'on entend un peu partout et qui montre bien que c'est quelque chose qui est très important, intéressant et qu'on ne peut pas prendre cela à la légère. Et c'est la raison pour laquelle on va donc en débattre sur ce plateau. Pour ceux qui ne savent pas quels sont les tenants et les aboutissants de cela, c'est l'occasion pour vous de tendre l'oreille. Et pour ceux qui comprennent que là-dedans, il y a des conflits par rapport à plusieurs écoles, et ils pourront également nous donner leurs différents avis sur la question. Ouais, je commence par vous, Boro Bengan. Ce matin, le placenta et le nombril, c'est quoi la signification de l'enterrement de ces deux, on va dire, organes, hein, vous parlez entre guillemets. C'est l'attachement à sa terre natale. Oui. Maintenant, terre natale veut dire où? Comme vous avez dit, est-ce que quand vous êtes né à Douala, ça veut dire que vous êtes natif de Douala? Quand vous êtes né à Paris, votre terre natale c'est à Paris? Non. Et c'est pour ça que, puisqu'on a dévoyé les choses, on vous dit je suis citoyen du monde. Non. Même si vous êtes né à New York, vous appartenez à une civilisation, vous appartenez à une famille. Même si on y a enterré votre nombril. Oui. Ça ne change rien. Non, ça change. Ça change effectivement. C'est-à-dire que, en principe, on doit enterrer votre placenta, votre nombril, là où
on va vous enterrer vous. On va vous enterrer vous dans votre village et dans le village de votre papa. C'est ça qui marque l'attachement. Maintenant, la culture africaine n'est pas très rigide, elle est flexible. Mais sauf que, à ce moment, il faut savoir que lorsque je suis né à Douala, à Paris, à Kuala Lumpur, ou tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas voyager avec ces nombrils. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? D'accord. La problème, c'est justement de savoir que vous commencez à votre attachement à votre terre natale devient quoi à ce moment? Vous laissez, mais il faudrait l'accompagner d'un rituel. D'un rituel pour dire aux ancêtres, à Dieu et aux ancêtres que, au regard de l'incapacité voilà, à se retrouver donc, au village natal, oui. Voilà, c'est pour ça que je vous disais encore hier que Francis Bacon le rappelait quand il mourait. Parce que lui, il a commencé ce que vous appelez cartésianisme avant Descartes. Mais On ne peut pas revenir sur le cartésianisme. Oui, parce que c'est ça. Oui. Il disait, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de l'effet de serre. Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais vous donc, savez... En fait, ça vient donc du fait que... Bon, ça c'est la pollution, l'environnementale, effet de gaz et effet de serre. Ah, mais oui, ça vient justement parce que chacun de nous veut faire son monde. Lorsque vous êtes dans... Vous pouvez vous... Et abrutir l'environnement, la nature. Oui, mais justement, c'est... Nous voulons chacun faire son monde comme il veut, parce que la science, semble-t-il, a évolué. Mais Descartes parle de devenir maître et possesseur de cette nature. Devenir maître et possesseur. En obéissant à ces lois. On obéit aux lois pour posséder, on obéit aux lois. Maintenant, c'est l'esprit seul qui sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une espèce de personne, une classe de personnes qui est initiée, qui peut vous permettre de dire que mon nombril a été enterré, mon nombril et mon placenta ont été enterrés à Kuala Lumpur, mais je peux porter jusqu'au village. On peut porter même le deuil. C'est pour ça qu'on célèbre. Il y a des gens qui meurent dans des gens de bataille qui ne rentrent plus. Il y a un processus pour refaire le deuil au village, pour ramener le corps. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer. Donc, ça veut dire qu'on peut faire, comme dans cette famille par exemple, où le grand frère du mari, du monsieur, s'est chargé de cela. On peut imaginer que la tradition, dans sa flexibilité, offre d'autres possibilités. Oui, mais il faut le savoir, parce que lorsqu'il va prendre le placenta, il faudrait comprendre aussi le nombril, qu'on va l'enterrer là-bas. Mais quand il a dit pris, parce que Karine n'a pas terminé l'histoire, ayant pris le placenta, l'a enterré où? Leur village est où? Non, pas enterré au village. Voilà, là, ça cause donc des problèmes, puisque c'est entre les mains inexpertes. Le grand fan. Il y en a même qui laissent au gynécologue, là où on l'appelait. C'est entre les mains inexpertes. Le gynécologue a accompagné la femme à coucher, mais le reste, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le gynécologue. Donc, en fait, il faut donc l'intégrer, que cet enfant, le jour où on va lui donner le nom, comme c'est une fille, c'est 4 jours en principe, quand on va lui donner le nom, cet enfant qui s'appelle, que j'ai donné le nom de ma maman, il y a eu telle chose qui n'ont pas été faites dans les normes, que les ancêtres l'accompagnent, la protègent jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'elle soit bien épanouie. Mais la norme, c'est qu'on enterre au village. D'accord. Ok. Voilà, l'éloignement peut faire que ça n'arrive pas, ou alors d'autres circonstances de la vie. À ce moment, on parle, les initiés, ils s'en occupent. Ok. Alors, Chalamel, sur l'histoire, qu'on se comprenne très bien. Alors, il y a la question du lieu de l'enterrement de cette affaire, mais il y a aussi la question du qui. Absolument. Monsieur, il faut pousser. Lorsqu'un enfant quitte son village pour la ville, première chose que doit faire son père, c'est ramasser la terre de la concession, la mettre dans un sac et donner à l'enfant de partir. Bon. Quelle que soit la maison où vous entrez, vous prenez de cette terre, vous mettez à l'entrée. Celui qui traverse ici pour m'attaquer commencera par bagarrer avec mes ancêtres. Vous mettez sous votre lit et vous mettez sous le tapis ou sous le canapé là où vous vous asseyez. C'est une règle dogmatique. Prenez ça comme ça là, monsieur Rick Fopoussi. Toute personne, c'est des occidentaux, c'est un problème occidentalisé.
Ça, c'est pour les occidentalisés, monsieur le Fopoussi. Tous ceux qui vont au village, vous devez avoir la terre de votre concession. Monsieur le Fopoussi, ça, c'est le premier point. On doit en avoir quel que soit. Chez soi, lorsque vous rentrez avec la terre de chez vous, vous devez avoir un seau, un bocal dans lequel vous mettez cette terre. Et vous plantez, il y a des arbustes de votre concession qui sont, comment je veux dire ça, qui sont la matérialisation de l'essence et de la force de votre famille. Il y a des concessions où lorsque vous entrez, un type d'arbuste qu'on retrouve, un type de fleur précis qu'on retrouve. Dans d'autres concessions, vous n'avez pas. Je ne peux pas aller plus loin que ça, monsieur Rifopoussi. Vous devez avoir la même chose. Moi, mon grand-père, monsieur Rifopoussi, n'a jamais pris la voiture. Mon grand-père ne prenait jamais la voiture. Bon, ce qui est un peu normal vu votre âge. Hein, J'ai dit mon grand-père ne prenait jamais la voiture, monsieur Rifopoussi. Y avait-il la voiture Non, il y avait une autre méthode avec le travers laquelle il se déplaçait, monsieur Rifopoussi. Il y avait une méthode. Bon, pourquoi c'est... Est-ce par choix ou... Non, monsieur Rifopoussi, aujourd'hui, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Non, mais... Alors, on a tout gagné, vous voulez dire. Gagné quoi? Cher Label, allez-y. Gagné quoi? Nous ne faisons pas le débat. On a gagné un temps. On a gagné un temps, oui. Le placenta est la propriété de la famille maternelle. Ce n'est pas la propriété de la famille paternelle. On connaît rien avec ça. Le placenta est la propriété de la famille maternelle. C'est le grand-père de l'enfant qui enterre le placenta. Généralement, c'est à l'entrée de la porte. Généralement, c'est au-dessous de la gouttière d'eau. Généralement, monsieur Eric Fopoussi, c'est à l'angle où tout le monde se repose parce que c'est le nouveau, c'est l'enfant qu'on recueille. Et c'est cette poche dans laquelle l'enfant a été, le placenta, c'est dans ce cordon-là qu'on garde. C'est pour ça qu'on dit je suis lié à ma famille maternelle parce que la poche de ce placenta y est et se retrouve. C'est tout un rituel pour enterrer le placenta. Tout un rituel pour enterrer. Prendre, essayer d'en parler, c'est non. Le nombril appartient au père. Ce n'est pas au grand frère. Ce n'est pas à la grande sœur, c'est au père. C'est vous qui prenez cela et allez enterrer dans votre concession. Il y a un tout autre rituel. Ce n'est pas par délégation. Ce n'est pas par délégation que je dis, bon, va, comme tu connais ma concession. Non, monsieur. Combien font ça, Charles? Je dis, ce n'est pas par... Non. C'est la raison pour laquelle vous avez des enfants apatrides. Oui, nous avons des enfants apatrides. Oui. Il va te dire, je sais que je suis Bamileke, je suis Baranté. Ton village, il ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas. Il vit là, il est un perdu. Hein? Monsieur le Fopoussi, ils sont pleins dans cette ville. Ils sont pleins de perdus. Et, donc, oui, le nombril, monsieur. Terminé, j'ai une question après parce que... Le nombril, on le remet au père. Et ce nombril est bien emballé. On le remet au père. Le père le prend. Lorsqu'il a perçu ce nombril, avant 6 heures du lendemain, il doit l'enterrer dans leur concession. S'il n'a pas la possibilité d'arriver dans la concession, il y a ce bocal dans lequel il y a la terre du village. Il va enterrer à l'intérieur en disant, je me prépare à aller au village. 1 ou 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il prend ce bocal, il va, il respecte cela. Et pour ce faire, on prépare les petits grains de haricots rouges, on mélange avec de l'huile de palme, on mélange avec d'autres choses. Vous nourrissez la concession, vous nourrissez les gens avec le vin blanc. C'est tout un rituel. On tape une chanson de bonne arrivée, de bienvenue pour maintenir l'enfant là. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, même si c'est vous, monsieur Fopoussi, on repart au lieu où on a enterré votre nombril en disant, ce jour-là, on t'avait accueilli, tu étais venu avec un bon esprit. Attention, ce qui se passe. On refait, on n'a plus besoin de vous voir. On repart sur le lieu. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur Eric Fopoussi, ce rituel est précieux et sacré. Lorsqu'un enfant veut se dérouter, lorsqu'un enfant a des attitudes de voleur, de bandit, on repart là où on a déposé le nombril, on se saisit de cette terre et on procède à un rituel où on parle en disant, nous on ne connaît pas ça dans notre famille, on ne sait pas là où c'est venu. Si c'est un emprunt, que cela reparte, on souffle et ça s'en va. Donc ça c'est assez clair. Donc là, il y a faute, c'est un hybride occidentalisé, perdu, qui sont en train qu'ils vont élever bientôt. Alors, vous m'avez donné envie de poser une question. Jean Label, merci beaucoup. Florazé, vous m'avez enlevé l'envie de poser l'autre question. Du moins, à la poser à vous, parce que je vais la poser à Florazé. Alors, Florazé,
vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, tous les mots qui minent la génération d'aujourd'hui, qui ne connaît pas, pour la plupart, tout cela, est la conséquence du non-respect de ce que Chalamel et Bengan viennent de décrire avec nous sur ce plateau, brillamment avec nous sur ce plateau. Oui. Non, non, non. Pensez que ça Chalamel, non, par contre, oui. pas totalement. Parce que c'est pourquoi la femme Totalement enceinte... quoi? Pas totalement. Je vais vous dire, c'est pourquoi la femme, même quand la femme enceinte qui va mettre au monde un enfant ne se fait pas accompagner de n'importe qui. Placenta, c'est la vie, en fait. C'est-à-dire que c'est là où tout se joue, même pendant que la femme est en train de... Quand le gynécologue dit pousser, etc. et tout, c'est tout son être entier qui est ouvert parce qu'elle donne la vie. À ce moment, on nous dit souvent que si quelqu'un veut vous gâter, si on veut vous... c'est à ce moment que tout se prépare. Donc, il y a au niveau de la conception et au niveau de l'accouchement. Donc, ce sont les deux périodes très importantes pour la femme, pour celle qui va donner la vie. Maintenant, quand on revient au placenta, je suis d'accord avec Momo parce qu'il a dit quelque chose de très important. Quand il a parlé de flexibilité, oui, la tradition elle est flexible. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a tellement de personnes, de familles qui ont migré. On ne va pas leur jeter la pierre aujourd'hui. Chalamel est trop dur. Il est beaucoup trop dur. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent peut-être se réconcilier avec leur famille, avec leur patrimoine, avec leur tradition. Il y a des enfants aujourd'hui qui nous regardent, des jeunes qui nous regardent, qui ne sont jamais venus au Cameroun. Qui ne savent justement, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les sœurs, qui ne connaissent pas Bagranté, qui ne connaissent pas. Mais est-ce que ça n'empêche qu'ils vivent épanouis, en harmonie, etc. et tout, avec non. Et autre chose, parce que je suis toujours entre les deux, à cheval entre les deux, et moi je suis chrétienne. Moi, mon cas dit justement, c'est Dieu ou l'esprit qui sonne la profondeur des cœurs. Et c'est pourquoi j'ai dit, on parle, la force de la confession, elle est très importante. Ce que vous dites, au moment où vous vous apprêtez à conserver ou à enterrer le placenta est important. C'est pourquoi même quand vous prenez un nouveau local, il est très important pour nous les chrétiens de sanctifier les lieux. Oui. Au moment où vous sanctifiez les lieux d'habitation, ce lieu vous appartient déjà. Même si le locataire, votre bailleur, non, pas la parole. Non, je l'ai dit. Est-ce que je l'ai dit pas la parole, Chalamel. Et je l'ai dit, je suis chrétienne. Écoutez-nous, je vous. Et je ne suis pas totalement contre ce que vous avez dit, mais je vous êtes trop dur. Le lieu d'habitation que vous prenez, par exemple, nous sommes nés à Douala, bien que de temps en temps on va au village, on connaît nos terres, etc. et tout. Vous avez payé un lot de terre, etc. et tout. Donc vous avez pratiquement toute votre vie, par exemple, à Yaoundé ou à Douala. Donc vous avez toute un local qui vous appartient. Oui. Donc vous disposez comme vous voulez et il faut pousser. La première des choses que nous faisons, c'est de sanctifier le lieu. Et ce lieu, à ce moment-là, vous appartient. Vous êtes libre d'entrer le placenta à ce moment. C'est-à-dire que de votre petite fille, vous êtes libre de l'enterrer là. À ce moment, c'est ce qui sort de votre bouche. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites le placenta, justement, n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui fait ce rituel. Et moi, je parlais du rituel chrétien. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Maintenant, dans cette famille, l'aîné ou le grand frère, est-ce qu'il est le chef de famille? Est-ce que, où a-t-il enterré, etc. Ça également. Non, ça également, ce sont des questions. Oui, bon, voilà. C'est un volontaire. Est-ce que la famille est structurée, etc. Est-ce que la fille, elle est d'une famille, d'un parent? Il y a beaucoup de questions que l'histoire ne nous donne pas ce matin. Donc, moi, je vais dire à Chalamel de ne pas être trop dur. Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent aux États-Unis, en Allemagne, en France. Et donc vous êtes le porte-parole. Oui, et qui veulent se réconcilier. Et des femmes qui ont mis au monde des enfants et qui ne sont pas désœuvrées. Elles vivent très bien. Des enfants qui sont en total en santé. Et moi, on ne dira pas le contraire. Il est appelé tout le temps, il n'écouterait pas passer personne qui veut se réconcilier. Oui. Mais, je dis, c'est très important. La force de la confession est très puissante. D'accord, c'est compris. Et surtout quand vous confiez Alors, je voudrais, juste à votre suite, Flora dit que ceux qui nous regardent aux États-Unis, en Allemagne, ne sont pas toujours comme dans ce que vous dites. Il y en a qui sont restés accrochés au terroir et qui sont aussi rigides que Chalamel. Non, je veux dire qu'il y a pas un sondage qui a été fait sur la communauté camerounaise. Non, je veux dire, mais peut-être qu'ils ont un petit bout de terre comme Chalamel l'a dit. Ils ont un petit bout de terre avec eux quand ils ont voyagé et ils font là-bas comme Chalamel l'a dit. Oui, Charles, allez-y. Vous répondez, hein, oui. À Flora d'enlever le nom Zé sur son nom. Prenez un nom chrétien. Oh, je vais reprendre. Non. Chalamel. Parce que chaque fois qu'on va permettre... Elle a éclaté le rire. Chaque fois qu'on va taper le sol en disant le clan Zé
ça vous prendra. Ou Que vous soyez Ngana. chrétien, dites au nom de qui vous voulez, je m'en fous, Oui. ça vous prendra. Je vous le dis. Oui, Ça, c'est Chalamel, un- non, ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos, Chalamel. Oui. Je ne vais pas commenter. Mais ça n'enlève en rien le fait que vous soyez issu d'une famille. Florazé, je vous en prie. Mais non. Quand vous parliez, Chalamel ne vous a pas interrompu. Je pense que la politesse voudrait au moins oui, que je vous l'écoute, l'écoutiez. je l'écoute. Et après, vous me demandez la parole, je vais vous la redonner. Le Voilà. temps de dégradation du placenta, M. Eric Fopoussi, c'est 2 heures. C'est 2 heures, oui. Si vous ne le saviez pas, c'est 2 heures. Donc, ça veut dire qu'à l'immédiat, la première flexibilité, c'est qu'on ne peut pas récupérer son voyage directement. C'est pour ça qu'on parle du bocal de terre, qu'on se déplace de sa concession, M. Eric Fopoussi, pour le stocker là. Dès 2 heures, ça commence à pourrir, ça commence à sentir à l'immédiat. Donc, M. Eric Fopoussi, il faut dire, tous ceux qui sont décédés jusqu'au dernier récent, la pyro de Mbanga qui est décédé, on est parti prendre de la terre de son village. On prend cette terre. Ceux qui sont décédés à l'étranger, et tout, on récupère toujours cette terre pour qu'il se sente et qu'il ait l'impression qu'il est chez lui. Quand on dit que la terre de vos ancêtres vous soit légère, monsieur il faut pousser, c'est de cette terre dont on parle. Je ne suis pas en train de dire aux gens, je dis ce qui doit être fait. Je ne suis pas en train de dire, je suis dur, ce n'est pas moi qui ai fait ces lois. Monsieur il faut pousser. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la terre, elle nous appartient. Non, non, pas Dieu a créé. Non. Pas toutes les terres. Je ne peux pas parler à Chalamel, non. Vous pouvez. Je ne peux pas parler au bien pour C'est moi ça qui. ma croyance. Je dis ceci. Je peux parler dans le temps Il y a des personnes qui vivent à Douala, qui ont toute leur vie à Douala, qui ont acheté des terrains à Douala. Je dis bien que, non pas des perdus, qui ont leur village, qui sont réconciliés avec leur village, qui vont au village. Mais je dis que du moment où vous confessez, vous sanctifiez l'endroit où vous vivez. Cette terre, non, Chalamel, cette terre vous appartient. Il y a des gens qui ont des champs. Ok, merci. À Douala, mais qui ne sont pas ressortissants de Douala, mais qui cultivent et qui récoltent le fruit, le prémisse. Ok, merci. Chalamel et Florazé. Merci. Si je peux vous réconcilier, au moins du point de vue de la République, partout où on est au Cameroun, on est chez soi. Hein. Bien sûr. Du point de vue de la République du Cameroun. Les royaumes précèdent la République. Voilà. Je suis pas d'accord avec Non, mais ça c'est la les Constitution. royaumes précèdent la République. C'est pas ce que dit la loi. Je suis camerounais. Comme si on Non, était non, c'est pas. Je suis camerounais partout où je suis au Cameroun. Donc Voilà. ça, vous n'avez pas me l'enlever. Oui, mais l'enlever. vous n'êtes pas Bassad. Non, mais je suis camerounais. Non, je suis camerounais. Je suis camerounais même à Pouma. Vous n'avez pas me l'enlever. Moi, j'ai eu du mal à dissocier les personnes qui ont vécu, qui ont eu toute leur vie à Ebola. On a eu du mal à dissocier qui n'étaient pas des boulots. Alors, Karine. Avec toute la tradition que cela comporte. Peut-être que vous aurez la voix de la raison. Allez-y. Je ne sais pas si ce sera ça, Oui. mais je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, il y avait des naissances dans notre concession parce qu'on vivait dans des cités et lorsque les personnes mettaient au monde des enfants, on venait, on partait sous le bananier de la Bayresse et on enterrait le placenta là-bas. Mais c'était une personne qui allait et vers les environs donc dans la nuit, 5 heures, je sais pas trop. Mais bon, moi, j'ai jamais voulu savoir pourquoi on le faisait, pourquoi est-ce que c'est à cette heure-là et tout. Mais bon, ce que moi, je veux qu'on comprenne, qu'on admette au moins, c'est que la manière dont nous vivons nos traditions aujourd'hui ne sera plus jamais comme avant. Donc, on est en train de vivre dans un monde qui n'est pas peut-être interplanétaire comme on veut, mais nous sommes des Camerounais et nous voyageons, nous nous déplaçons. Quelqu'un qui va... Et il y a des personnes qui n'ont pas été élevées dans des critères traditionnels. Comme je l'ai dit, ce couple n'est pas ancré dans nos traditions. Ça veut dire que, quelque part, il y a des choses qui vont faire par ignorance. Et ce qui fait que, peu importe où ils enterrent le placenta ou bien le nombril de l'enfant, je pense que le tout... c'est de savoir quoi faire après, si c'est une erreur qu'on a fait. Je pense, quoi faire après. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mon l'a dit, il y a un ensemble de rituels et tout qu'on peut faire pour pouvoir amener les ancêtres à pardonner l'affront et que l'enfant grandisse normalement. Moi, je veux dire, parce que, comme vous avez dit, nos peuples ont été, je veux dire, installés par migration. Le processus migratoire a marqué le monde. Par exemple, nos traditions existent 10 000 ans avant Jésus. On vous dit, il y en a qui sont été en Égypte, il y en a qui sont ici. Ces migrations-là, on faisait comment? C'est pour vous dire quoi? Vous dites ceci que ne faites pas, parce que j'ai entendu ça, faites comme si la culture, vous n'évoluez pas. Mais nous avons toujours évolué. Donc, en fait, quelle est cette flexibilité qui fait que
vous pouvez être à Kuala Lumpur, vous perdre là-bas. Vous avez beaucoup d'amour pour Kuala Lumpur. Oui, parce que c'est très loin. Et c'est très loin. Parce que c'est très loin. Beaucoup pour Kuala Lumpur, Comment hein. Oui. rattachez-vous à vos prêtres traditionnels. Oui. Pour le faire. Il fallait même enlever prêtre la bonbon. Non, peut-être. Rattachez-vous à vos valeurs traditionnelles. Voilà, oui. Jacob, Judas et tout n'ont rien à faire à Douala. Bien à Je faire, ne alors. peux pas sanctifier la vie ici en parlant du Dieu de Jacob. Zikab, Jacob et tout ça. Je ne peux pas. Non, mais bon, ça, Non, ça mais reste, non, vous n'êtes pas, ça attendez. reste ce que vous dites. Oui, Mais attendez. mais Vous parlez à Vous êtes des êtres Voilà. humains. Laissez C'est un être tomber, suprême. laissez Non, tomber. les religieux nous suprême. écoutent. oui. Si vous êtes à Douala, vous voulez avoir les bénédictions de cette ville, il faut être en mesure de monter en Gobolo, en Samgo, en Bim, de Douala. Si vous ne les connaissez pas, même les Douala Bédi qu'on Mais- parle, mais- ils sont mais- obligés mais- de se bon, rattacher à ça. en tout cas, Sinon, l'église ça se fait pas. catholique romaine a d'ailleurs fait ça, Non, comme vous dites, non, avec non. le phénomène d'inculturation. Non, c'est Pour faux. pouvoir justement prendre en C'est compte faux. les Non, inspirations c'est faux. C'est originales faux, c'est de faux. Douala. Pourquoi on célèbre, on prête la communion avec le blé? Oui. On ne fait pas ça avec le mil. Le mille. Non. Puisque ça symbolise le corps de Christ, on peut donc faire ça avec le pain, Même avec le maïs. avec Bien le sûr. maïs. À la avec le- patate. Oui, mais il faut Oui, garder, mais il faut garder un peu d'authenticité. Vous Pourquoi pas? n'allez pas La leur patate, reprocher de regarder Alors, la mais notre authenticité, donc avec oui. cette authenticité, ils peuvent donc venir sanctifier la vie de Douala, là où il y a mes ancêtres, Encore D'accord. que, monsieur, sans les évoquer. Ok. Encore qu'il y a beaucoup Oui. dans l'église catholique, il y a beaucoup D'accord. d'emprunts à l'Égypte antique qu'on peut ressortir à l'utilisation des différents Oui, mais ustensiles. et puis ils n'ont pas de problème Je avec ça. voulais dire Non, non, ils n'ont pas de Karine. souci avec ça. Je voulais dire à Karine, monsieur Eric Fopoussi, que lorsque vous parlez du bananier, ne parlez pas du bananier comme on parle de la patate. Le bananier est symbole de la régénération. C'est ça, Justement. le Elle a bananier. dit. Non, permettez-moi. Je sais de quoi je parle, Flora. Non, je dis, elle a dit. C'est D'accord le avec prépuce Michel, qu'on à chaque enterre. fois, vous, C'est le prépuce qu'on enterre en dessous du bananier pour faciliter, pour permettre à l'enfant d'être fécond. D'être fécond. Et c'est la raison pour laquelle, dès que les premières bananes sortent, on prépare à manger, c'est lui qui partage à toute la famille. Si on a conservé, et je tiens à vous préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas de morgue, on conservait tous ces produits dans le bananier. Bien Le sûr. bananier conserve le corps. frais, oui. Vous pouvez conserver un corps pendant plus de 4-5 jours dans le bananier. Si vous voyez, on met ça sous le bananier, c'est parce que c'est extrêmement frais. Ça permettait de conserver, de protéger le placenta. On n'enterre pas le placenta sous le bananier. Jamais. C'était juste une C'est précision, bon. monsieur le Foucault. Moi, j'ai D'accord. Chalamel, je tiens également à vous dire que personne ne remet en cause. Non, non, Florazi. Et Non. c'est confession plus sont puissantes et c'est Ok. sanctification. Vraiment. Non, mais J'y crois, j'y crois. sauf si vous êtes de l'autre bord, parce que normalement, ça ne devait rien vous faire. Non, voilà. Là où mes ancêtres ont piétiné, Ouais. là où on a appelé, là où on a réclamé ma venue, je prends cette terre, je la mets, monsieur Fopoussi, vous ne passez pas. Ok. Je dis même si vous avez En quel tout cas, démon vous en attendant, on va dire Donc, que elle utilise sa en attendant, je rappelle que le Cameroun est un État laïque. Je tiens d'abord à le rappeler. Le Cameroun est un État laïque. Donc on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, en espérant que nos téléspectateurs ont écouté attentivement ce que vous avez dit sur ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles sur Equinox Télévision, 10-12 le Zénith. Voici la suite. sur la question de la maintenance des ouvrages coloniaux dans ce pays. Pourquoi est-ce que rien n'a de valeur aux yeux des Camerounais? Point d'interrogation. Comment comprendre que les œuvres datant de la période coloniale soient de plus en plus rares et abandonnées par les autorités camerounaises? Comment comprendre que rien ne soit conservé, entretenu, protégé, vulgarisé pour le bonheur de la mémoire dans ce pays?
Le Cameroun regorge des vestiges datant de la période coloniale. De nombreuses villes conservent également des témoins de cette époque, des ponts, des cimetières, des églises, bâtiments publics, des Batouri à Doumé, Garoua Lomie, Manfé, Douala, Yaoundé, Messamena, Gaoundéré, Ntui, Lolodof, Mokolo, Bouya, Yoko. Il y a à suffisance des bâtisses. Dans quel état? Point d'interrogation. Patrimoine architectural qui consigne une partie importante de la mémoire nationale. Le rapport du Cameroun à l'économie monétaire, l'évolution des mœurs, le déplacement des populations, l'urbanisation et j'en passe. Comment comprendre que les bâtiments administratifs coloniaux soient devenus les résidences des fonctionnaires et des bâtiments publics dans les principales villes de ce pays, sans aucune maintenance? Savez-vous que la salle de congrès de la ville de Bafia date de 1920, que la place de l'indépendance de Bafia a été conçue en 1960 et le pinceau, un seul pinceau pour la maintenance, est rarissime? Savez-vous que les services de certains gouverneurs de région sont devenus des domiciles, mais ce sont des bâtisses coloniales? Savez-vous que certains services même des gouverneurs sont des bâtisses coloniales? Le plus célèbre est sans doute le palais du gouverneur allemand Jesko von Puttkamer qui s'était installé à Boya. Oui, là où réside l'actuel gouverneur de Boya, c'est le vestige colonial. Savez-vous que la résidence du préfet du Lom et Djerem est également une construction coloniale? Puis la prison centrale de Berthois. Savez-vous que les services des délégations ministérielles régionales, à l'instar de celles des affaires sociales, sont abrités dans une pareille construction? Oui, faites le tour. Bureau des transports. La ville de Douala a suffisance. Vous pouvez identifier, n'est-ce pas, ces maisons coloniales. Les services de la conservation à Bonandio. L'hôtel de ville, une partie de l'hôtel de ville. Tout cela, c'est des vestiges de la colonisation. Dans quel état est-ce que cela se retrouve? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Comment comprendre le fait que l'État ne pense pas protéger ces vestiges en construisant de véritables bureaux pour les administrateurs? Comment comprendre qu'aucune de ces bâtisses n'ait reçu un seul brin de maintenance depuis des années? Savez-vous qu'en termes d'ouvrage, de nombreux ponts continuent à être utilisés par nous alors qu'ils datent de la période coloniale? Le pont de Béa, le pont qui relie Douala à Kumba, les différents ponts dans la zone de Manfé et Tombel. Il y en a plein de ponts qui continuent à être utilisés sans aucune maintenance. Les faits tombent à des moments, c'est à peine si on peut penser souder. Chacun de dire, c'était la technologie allemande, mieux vaudrait que les Allemands reviennent. Bâtiments administratifs, l'hôpital de Tchang, le centre climatique de Tchang a été construit en 1940. Construction des bâtiments administratifs, préfecture, palais de justice, même le palais de justice de Bonandio. Là encore, c'est une bâtisse allemande. Gendarmerie, achèvement des travaux de construction de l'hôpital de district de Tchang. Construction de la station de Kenkina avec une usine pour la fabrication de quinine à Tchang. Ça a été hésité. Construction de la route Tchang-Melon. Création de la première usine de traitement de café. Construction du barrage hydroélectrique sur la chute de Tinkop. C'est encore là, mais abandonné. Construction de l'aéroport de Tchang. Tout ça. Construction de l'entrée principale du marché. La capitale Yaoundé possède plusieurs maisons de l'époque allemande, notamment celle qui abrite désormais la délégation provinciale du centre pour la culture et le palais de Charles à Tangana, construite en 1911 et 1913. L'ancien palais, dont le corps central a été conçu par l'administration française. L'ancien palais devenu, je sais pas, ministère ou c'est musée, je suis me père. La ville de Douala elle-même conserve de nombreux bâtiments coloniaux, comme l'hôpital allemand conçu entre 1891 et 1896, qui est devenu aujourd'hui la délégation régionale du ministère de la Culture, un poste de police et tout ça, de ce côté de Bonandio. Regardez l'état, là où ça se trouve. La résidence du commerçant David Mandé Sibel, remarquable, érigée en 1910. Regardez, c'est là où on vend les œuvres d'art, après la direction des douanes à la montée. On va parler de la pagode, le palais du roi Auguste Mangabel, la chambre du commerce, le palais de justice, la cathédrale, la nouvelle poste centrale, tout ça, c'est des vestiges conçus depuis 1900, les années 1900
Jusqu'à présent, rien. L'ancien commissariat de police, lieu où le roi Rudolf Mdola Mangabel et son assistant Adolphe Gossodine ont été condamnés à mort et exécutés. C'est occupé aujourd'hui par les services administratifs de la marine marchande. C'est l'ancien commissariat de police. Il faut le dire, c'est grave. Puis, dans cette affaire, savez-vous qu'en 1930, beaucoup de Camerounais sont morts dans la construction de la voie ferroviaire. Ça, il faut le préciser. Voie ferroviaire qui s'est arrêtée en 1916 sur l'axe de Konsamba. Le premier axe, c'était Douala-Yaoundé. Savez-vous que de nombreux Camerounais sont morts? Il faut le préciser, sont morts pendant la construction parce que le tunnel, il a été fait à main d'homme. Le tunnel a été fait à main d'homme. Beaucoup de Camerounais sont morts. Allez où je vous parle, le tunnel des Eka, non, le tunnel de Ndjok. On appelle cet endroit Ndjok. Le tunnel de Ndjok risquera de s'écrouler bientôt sur les potentiels voyageurs. Vous venez de voir le tunnel, c'est des tôles. Les tôles, voilà les tôles qu'on a mis dans le tunnel. Une commission est descendue il n'y a pas longtemps pour faire un badigeonnage. L'eau s'écoule, le tunnel a vieilli. Qui fera la maintenance? Ça fait combien d'années? De 1930 à nos jours. La question, je la pose à l'ingénieur de l'État. Savez-vous que la maintenance de cette série de tunnels est quasiment abandonnée et même qu'un dossier en bonne et due forme a été transmis au ministère des Travaux publics où une commission interministérielle a été créée sans suite? Savez-vous qu'à l'heure où je vous parle, plein de caïmans avec pour soutien des tôles de 3 mètres. Voilà ce qu'ils nous ont laissé et voilà comment on a gardé. Monsieur Fopoussi. Alors, c'est un grand sujet, Chalamel, ce matin, que vous développez avec nous. Je vous dis bravo, c'est rare que je vous le dise. Alors, ce qui est intéressant de faire remarquer à ceux qui nous regardent, hein, c'est que notre gouvernement a décidé de nous plonger dans l'oubli, qu'on oublie tout, qu'on laisse tomber tout ce qui s'est passé avant et qu'on se tourne résolument vers le futur sans avoir un regard dans le rétroviseur. Et on voit très bien que ça tranche avec ce qu'on voit ailleurs. Parce que l'enjeu, vous l'avez dit Charlamel, est un enjeu non seulement historique, mais économique du point de vue de l'écotourisme. Parce que quand on voit des villes comme Budapest, des villes comme Prague, des villes comme Rome, Venise ou Beijing, où on voit encore des vestiges, j'étais surpris tout récemment à Naples, en Italie, où ils sont allés chercher, refaire une arène de gladiators de plusieurs siècles. Vous voyez, on sent là-bas une volonté de remonter l'histoire en gardant, de conserver en gardant les anciennes bâtisses. Et ça, c'est très important de signaler parce que ça montre que le gouvernement actuel est sans inspiration sur ces questions-là. Après, on dira que le Cameroun n'a pas de devise, le Cameroun n'a pas d'argent. Voilà un moyen pour nous de pouvoir amener le monde entier chez nous pour qu'ils viennent voir ce qu'était le Cameroun avant l'indépendance, pour qu'on voit ces anciennes bâtisses qui, d'ailleurs, il faut le dire, ont été pour la plupart très bien bâties et ont gardé, on va le dire, une certaine force et rigidité. Mais malheureusement, on abandonne tout, on est dans une forme de droit à l'oubli, comme je l'ai dit à l'instant. Alors, bon, Bengan, la question que nous serons peut-être évidemment obligés de se poser, à se poser ce matin, c'est de savoir, au final, est-ce que lorsque vous observez tout ce qui est fait à travers ces bâtisses coloniales, à travers ces édifices coloniaux, est-ce que vous vous dites que le gouvernement est en train d'amener les Camerounais vers le gouffre, vers l'impasse? Non, mais nous y sommes déjà. Oui. Le gouvernement nous a menés dans le gouffre depuis. On essaie seulement de sortir la tête de l'eau s'il y a possibilité. Et dès que je vois le ciel qui s'est assombri, il me semble que si on continue dans la même logique, et dans 30 ans, nous n'aurons même plus de larmes pour pleurer. Donc, nous serons tous morts. Mais l'idée principale, oui, c'est quoi en fait? Il faut se dire que l'Europe, qui est à la recherche de sa préhistoire, a voulu faire en sorte que les nègres n'aient pas de préhistoire. Vous avez entendu le professeur Koumandou-Roubert III revendiquer les vestiges qu'on a volés ici. Donc c'est une politique qui est menée et c'est pour cette raison qu'on préfère laisser ceux qui vont perpétuer le comptoir colonial à mener. Donc vous avez posé la question de savoir, mais ah oui, tout le monde parlait de l'hymne national, la Foulassi et tout, mais
qu'est devenu Foulassi. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Et c'est même le village de la région de quelqu'un qui est apparemment président de la République du Cameroun. Mais pourquoi ça on en arrive là? Mais justement parce que vous avez parlé de l'oubli, on veut vous couper de votre passé. Et c'est une malédiction que nous avons eue par rapport à cela. Donc la malédiction nous suit. Ce que Charles Hamel énonce là, ça fait mal au cœur, mais c'est les conséquences d'une malédiction que nous avons eue. C'est pour cette raison, quand vous avez parlé de retour, lorsque l'Allemagne perd la Première Guerre, les missionnaires allemands et même les médecins, beaucoup d'Allemands se sont naturalisés américains et sont revenus au Cameroun. Très bien. Vous allez entendre le nom de Foster, qui alors c'était en allemand, mais il vient comme américain, parce que sous la bannière des missionnaires américains. Donc en fait, nous sommes maudits. Il faudrait qu'on demande aux imams, aux prêtres, aux pasteurs de les rester de côté et de laisser les traditionnalistes africains. Je vous dis ce qui se passe. Ceux qui peuvent voir le jour et la nuit, ils ne vont pas me contester. C'est une malédiction qui nous suit. Mais, la preuve, regardez ce qui s'est passé en 2014. Bombok, je pose la question parce que nous avons actuellement des dirigeants au pouvoir qui ont des budgets, qui disposent du monopole de la gestion des finances, des ressources financières du Cameroun et qui peuvent, à travers une petite signature, ordonner que l'on entretienne, qu'on maintienne, qu'on fasse la maintenance de tous ces édifices. Et vous pensez qu'ils ne peuvent pas, pourquoi? Vous nous avez amené hier à discuter. Je vous explique. Non, vous avez vu. Je n'ai pas voulu parler de ce problème hier en profondeur. Lorsque Tif Moukete vient, frappe le bled, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est maudit, vous pouvez lui donner 1000 milliards là. Il ne saura même pas s'acheter un pantalon. Il va gaspiller, je vous le dis. La malédiction, nous sommes sous le coup d'une malédiction. Et je vous dis... cette malédiction-là profite beaucoup à ceux qui ça ne leur profite pas. Vous verrez leur génération, ils seront à la perdition. Je vous renvoie, parce que je les ai rencontrés, je les cite parce que je les ai rencontrés. Il y a je pense, une Belge qui a écrit un livre, il avait épousé un fils de Bokassa. Il a dit La princesse aux pieds nus. La princesse aux pieds nus, je vous envoie ce livre. Donc, c'est une malédiction. Il faudrait que les initiés camerounais s'approprient l'histoire et nous réconcilient avec nos ancêtres. Et à ce moment-là, on peut vous donner 100 000. Vous faites des évolutions de telle manière qu'on pense que, mais il faut aussi, peut-être qu'il est dans le famille, alors que vous êtes organisé avec les 100 000 francs. Celui qui a 1 milliard ne va rien faire. Mais Bombok, donc, est-ce qu'avec un changement de politique, un changement de dirigeant, on n'aurait pas des gens mieux inspirés pour conserver et maintenir ces vestiges, ces édifices de notre histoire qui constituent une part importante de notre histoire. Je vais parler comme le professeur Messanga Nyamding. Si on a des dirigeants, même si vous les changez tous les 5 ans, tous les 7 ans comme dit la Constitution, et qui sont dans les loges occidentales, ça ne changera pas. Précisément parce que nous n'allons pas nous réconcilier avec notre histoire, avec notre société. Nous allons être à la remorque de ceux qui nous ont colonisés. C'est pour cette raison, je termine par là. C'est parce que nous les initiés, lorsque nous écoutons ces choses, on a même peur de parler parce que ça peut vous empêcher de penser à votre épanouissement. Lorsque Jean-Jacques Ekinde arrive à l'Assemblée nationale, je pense que c'était en 2007, il constate qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a que la photo du président Biya. Il n'y a même pas de photos, il n'y avait pas à l'époque de photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc, c'était une institution sans histoire. Ça veut dire beaucoup de choses. Deuxième chose, je suis par là. On est en train de célébrer le 50aire de la réunification à Buea. Et on fait défiler les Camerounais qui sont nés en 1982. C'est une incongruité terrible. Donc, vous ne pouvez pas donc vous rappeler que là où loge le GMI numéro 1 à Douala, c'est ce bâtiment a abrité les services du premier hôpital général de Douala. Absolument. Voilà. Donc, quand on parle donc de l'hôpital, comment Flora parlait tout à l'heure de sanctification des bâtiments. Vous pensez que les religieux savent comment on sanctifie un bâtiment?
Bon. Puisque oui, nous ferons pas ce un débat. hôpital, oui, vous ferez ce débat, vous ferez ce débat quand vous aurez des religieux mais la en face de vous. chronique et vous voulez qu'on se réconcilie, qu'on Non, aide notre pays à cette sauf que c'est une question. Réconcilions-nous avec nos ancêtres. Ça veut dire je vous en prie, Boro Bengan, on a bien compris cela, mais il y a un cas factuel, il faut également le dire. Mais c'est ça, justement, oui, il faudrait qu'on dise que dans l'ordre de l'irrationnel. Non, ce n'est pas l'irrationnel. Et cet irrationnel-là, je vous en prie, permettez-moi de vous dire au moins le sens de ce que je voulais que vous compreniez, et que l'émission avant, je vous en prie, Boro Bengan, sous votre respect, je dis ceci. On a quand même des cas factuels. On a quand même des bâtiments qui sont abandonnés. On a vu l'image d'un bâtiment qui est abandonné avec des ailes partout. Est-ce qu'il ne suffit pas de dénoncer cela pour que ceux qui nous dirigent se rendent compte et prennent conscience qu'ils ont du travail? Et de la C'est ce travail, moi je Oui. parle donc de ce travail. C'est-à-dire qu'il faut quitter les sectes, il faut quitter les religions importées. C'est pour ça qu'ils ne le font pas? Oui. Oui, malheureusement, oui. Bon, il faut quitter ces religions-là. Je rappelle que la Corée du Sud a 65% de chrétiens. Ils ont été colonisés, évidemment, comme nous autres, et ils sont aujourd'hui 11e puissance du monde dans le G20. Pas dans le christianisme. Il n'y a pas de corrélation. Mais Non, ils sont chrétiens. Ils sont Non, plus chrétiens que nous autres. Non, il y a des chrétiens là-bas qui savent que je dois enterrer mon enfant de cette manière. Je dois aller sur la tombe mais il de mes reste des ancêtres. chrétiens. Il reste des chrétiens. Non, il y a 65%. Il y a plus de chrétiens en Chine. Il y a plus de chrétiens en Chine qu'en Afrique. Non, mais la majorité. Mais on sait qu'on est chinois. On parle de la proportion du taux. La majorité c'est ça qui vous de ceux coréens sont des chrétiens. Je vous dis non, un chrétien en Corée du Sud ne se comporte pas comme un chrétien au Cameroun. Parce que lui, il a son histoire. Et vous nous avez pris tout à l'heure. L'avant, un enfant qui est à l'équivalent de cours moyen première année, fait des recherches et fait des inventions qu'un enfant de Polytechnique à Yaoundé ne peut pas faire. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de corrélation entre chrétienté et bêteté. C'est ce que je veux dire. Il y en a. On ne peut pas être chrétien et être un bon scientifique. Donc pour être chrétien, il faut être... On ne peut pas être chrétien et être un bon scientifique. C'est faux. Bon, voilà. Alors, Chalamel, sur cette question, Benga nous amène sur l'irrationnel. Alors que vous avez décrit ici des faits, des choses qui sont visibles et palpables. Allez-y, Charles. Oui. Lorsque vous vous baladez en Chine, la première chose qui vous frappe, c'est le temple chinois que vous voulez découvrir. Vous voulez voir les différentes marches. Le temple de Bouddha à Shanghai, là où on voit, là où ils s'entraînent, comment ils font des cours et tout. Ça marque. Et ce n'est pas un temple qui a été conçu en 1900, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est la première chose. Lorsque vous allez en Égypte, la première chose que vous voulez découvrir, c'est les pyramides de Gizeh, découvrir l'histoire de Toutankhamon, découvrir l'histoire. Vous voulez découvrir cette histoire, c'est là. C'est entretenu parce qu'il y a un budget qui a été voté pour son entretien. Lorsque vous allez au Mexique, vous voulez rencontrer les pyramides, les toutes premières pyramides, des Toltecs, des Aztèques, des Métèques, qui existent encore. Vous allez découvrir, vous allez arpenter, voir comment ils faisaient les calculs lunaires. Et l'une des particularités qu'on n'a pas encore réussi à décrypter, c'est le calendrier aztèque, monsieur Rifo possible. Donc, voilà des choses. Lorsque vous arrivez au Cameroun, lorsque vous allez aux États-Unis, on vous amène à la chambre de Martin Luther King. Vous retrouvez ses chaussettes, vous retrouvez ce qu'il écoutait comme disque de cette époque, vous retrouvez ses habits, vous retrouvez tout est classé, monsieur Rifo possible. Dans chaque ville où il y a eu un seul leader, on conserve tout. Mais au Cameroun, on a quoi? Vous avez vu l'image du temple des Ewondo, du palais. Vous avez vu la pagode qui est devenue un standard. Je suis rentré un jour à la pagode, ici dans le palais des rois. Moi, je n'y vais pas. Non, je suis allé en qualité d'historien, je suis allé m'asseoir, monsieur Rifo possible. Je vois des gens qui fument, je vois des gens qui dansent, qui s'embrassent et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Regardez ce qu'on fait à la même, dans le temple. J'ai failli piquer une crise lorsque là vous avez cité tout à l'heure le siège de la marine marchande. Voilà. Il y avait un arbre où on avait pendu le mangabel. On a mis le feu sur cet arbre et cet arbre est tombé. J'ai décidé, j'ai failli piquer une crise ce jour-là. Voilà. Justement parce que lorsque nous y allons, vous voyez comment Douala Mangabel est dans un mauvais état. Vous pensez que de donner 10 000 milliards au Tonnet, il ne pourra pas. Il pourra pas le faire. Heureusement que vous êtes bien conservé. Hein, oui, oui, absolument. Aujourd'hui, vous parlez, on parle, quand on discute. Il est où il allait faire le Ndjokmasi. Vous savez d'où vient l'expression Ndjokmasi? Ça vient de Ndjok, de ce tunnel.
Tout à fait. De ce tunnel où on a perdu des millions de Camerounais. On n'a même pas encore fait le martyr de ces Camerounais. Et presque chaque famille camerounaise a perdu quelqu'un dans ce tunnel, monsieur le Foboussi. On dit que ceci, il allait faire le Ndjok. Le Ndjok Mati, ça vient de cela. Dans tous les cas, monsieur le Foboussi. En tout cas, on en reparle dans un court instant. Madame, monsieur, il y a beaucoup de choses à dire parce que cela nous concerne tous, notre patrimoine, à tous et à chacun. On marque une pause donc pour cette première partie de l'émission de ce jeudi 11 avril 2019. À tout de suite. On va poser au Cameroun avec... Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. On va donc évidemment démarrer cette deuxième partie, comme vous le savez, avec le débrief de la conclusion qu'on a eue de la colère de Charles Hamel ce matin. Et on évoquait tout à l'heure en pause, Charles Hamel, la question de Bimbia. Et on parlait justement de la comparaison qu'il y a à voir un peu avec l'île de Gorée au Sénégal. Et voir, oui, tout à fait. Et puis, monsieur Eric Fopoussi, parce que nous avons jusqu'à Cap Soé là-bas, Cap Cameroun si vous voulez, c'est toutes les zones où les esclaves étaient entassés. C'est tout un canal national. L'État du Cameroun, les différents ministres de la culture et du tourisme ont subitement pris des barbituriques, donc ils dorment dans une léthargie. Vous entendez des festivals, on va donner 1 milliard pour des festivals à la con, vous ne comprenez même pas pourquoi. Je le dis et je pèse mes mots, des festivals, vous allez venir découvrir le pain haricot que vous mangez à Douala, vous allez découvrir le même dolé que vous mangez à Douala, qu'on arrête un peu. Donc je pense qu'ici, il faudrait qu'on essaie de... Moi, je mets un point d'honneur à cette affaire du tunnel de Ndjok, monsieur le Fopoussi. Quand on vous dit que le Cameroun est maudit, peut-être vous ne pouvez pas vous imaginer. Sur cet axe, c'est donc pourquoi il faut mettre au pouvoir ceux qui vont réconcilier. Ça fait 89 ans. Avec son passé. Là, vous avez raison. Ça fait 89 ans que ce tunnel a été fait. 89 ans. 1930. 2019, ça fait 89 ans. 89 ans de tunnel. Rappelez-vous du tunnel sous la Manche, monsieur Fopoussi. Rappelez-vous ce qui s'était passé à ce niveau. Aujourd'hui, il y a des infiltrations, ça a déjà vieilli. Il faut penser le refaire. Et c'est 3 tunnels, ça il faut le préciser. Vous allez vous rendre compte, monsieur Fopoussi, que le pont sur Pout Ndjok Sikele, c'est en train de tomber, ça va bientôt lâcher. C'est tout dans cette même zone, monsieur Fopoussi, entre Mandjak et Kele Ndongon. Ndongon, voilà. Merci, Bobo. On a Sodibanga, la zone de Sodibanga, Mandjak, tout à ce niveau. Est-ce que vous savez, monsieur Eric Fopoussi, qu'il y a des Camerounais qui n'ont besoin que du train pour arriver dans leur village sur cet axe-là? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, monsieur Eric Fopoussi. Ils n'ont besoin que du train. Donc, pour arriver dans leur village, c'est 3 tunnels, il faut traverser. C'est 3 tunnels pour arriver dans leur village. Il n'y a pas de route. Ils sont coupés de la civilisation. Donc, je pense à un moment donné que 36 ans après, on doit être capable de se regarder et de dire, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez là où est située la PJ? Allez voir. Allez voir dans quel état s'est lancé l'hôpital général allemand. Allez voir. Dans les années 1800. Quel entretien? Regardez sur le bureau des transports. Quel entretien? Non, qu'on arrête un peu. Le fort de Doumé. Le fort de Doumé, si vous êtes descendu à l'est, allez voir le fort de Doumé. Mais attendez, c'est dans quel état, monsieur Eric Fopoussi? C'est dans quel état? On parle quand même d'un Cameroun qui a un passé. Quel est le passé qu'on va laisser aux jeunes Camerounais futurs, aux générations futures? Qu'est-ce qu'ils retiendront de l'histoire de ce pays? Allez-y, Karine. Encore que l'histoire du Cameroun ne commence pas avec la colonisation. On a eu bien avant la traite négrière qui jusqu'aujourd'hui nous fait encore tant de mal avec le site de Bimbia qui jusqu'aujourd'hui est abandonné, laissé. Et maintenant, avec cette crise anglophone, on ne sait même pas si ce site vaut encore la peine d'être appelé site historique ou bien touristique et tout ce qui va avec. Mais bon, on va noter quand même que les bâtiments... Karine Santia, je tiens juste à préciser à votre suite que le professeur Saha a fait un travail, des mémoires, des articles sur la question de l'esclavage au Cameroun, la traite, le schéma et tout. Il est à Tchang. Il souffre là-bas à Tchang. Personne n'a de lui prêter une oreille. Pourtant, la zone de Bimbia, on pouvait la réhabiliter. Des milliers de Camerounais allaient découvrir les premières zones où les Allemands ont fait l'huile. Ça, c'est à Bimbia, où on a fait l'huile, les premières usines d'huile, comment les esclaves étaient entassés. On retrouve encore des chaînes jusqu'à cette heure, à ce niveau. Au lieu de nous jeter dans des combats inutiles, voilà des choses qu'on devrait faire. C'était juste à votre sujet. Et pour ajouter à cela, il y a quand même eu des combats pour la libération du Cameroun et pour l'indépendance aussi. Par exemple, on parle de l'époque du maquis avec la ville de Déa qui est devenue qui était comme un sanctuaire pour cette lutte-là à Équiterre. On aimerait bien savoir s'il y a un site ou encore il y a un monument là-bas pour représenter tout cela. Parce que de toutes les façons, notre histoire doit être
conserver à travers des outils qu'on peut voir. Vous Que avez les des enfants archives peuvent... nationales. Voilà, Vous avez il des faut, archives il le nationales. faut. Et lorsque vous partez, par exemple, au musée à Tchang, par exemple, lorsque vous entrez, à l'extérieur, vous voyez, c'est tout beau et tout, mais lorsque vous entrez, il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez l'impression qu'il y a une partie de l'histoire qu'on a décidé d'effacer et on a mis une autre qui va peut-être plaire à certains et ne pas plaire à tout le monde. Mais le véritable problème de notre Cameroun, c'est que on a pensé qu'il fallait tuer l'histoire pour pouvoir évoluer et endormir le peuple. Mais depuis que le peuple dort, on a compris que en fait, c'est un peuple mort, il ne dort pas, il est mort. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'existe pas. Un peuple qui ne peut pas se lever le matin et dire, ok, il y a eu le maquis à Baganté à tel endroit, voici cet endroit. Est-ce que les enfants peuvent venir là-bas de temps en temps? Les enfants peuvent venir là-bas de temps en temps, faire une sorte de reconnaissance avec leurs ancêtres. Il y a eu telle chose, par exemple, je pense à Edea ou encore à Bamenda, et ainsi de suite. On n'en parle pas. Et à Bertois, par exemple, il y a un site aujourd'hui qui était l'hôtel Soirée. À l'époque, je pense. Ça, c'est là la résidence Voilà, du gouverneur. c'est la résidence du l'hôtel gouverneur Suarez. actuellement. Et s'il vous plaît, un des chefs traditionnels de cette localité-là a dit que les colons construisaient des bâtiments sachant qu'ils n'allaient jamais partir. C'est la raison pour laquelle les bâtiments étaient très solides. Voilà, Est-ce que c'est parce que c'est solide qu'on n'a jamais pensé à les refaire? Pourquoi ne s'être même pas inspiré de ce type d'architecture pour l'adapter, monsieur Rifo, pour Même à Deido ici, À Deido, vous voyez à Deido, pas en Grand Médon, il y a des maisons qui sont des maisons allemandes, c'est-à-dire que les barrières qui sont collées là sont des maisons allemandes de petite taille, mais qui sont très bien classées. On n'a jamais pensé à faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Et maintenant, c'est devenu Karine n'importe quoi. Santia, ce que je vais vous dire, c'est que c'est le sultan Bamoun qui est en pleine visite, il découvre, il voit la pagode, le palais des rois, ça l'émerveille et il décide d'aller construire pareil chez lui dans son village. L'inspiration du actuel palais royal du royaume Bamoun s'est inspiré du palais Foumac, royal. vous voulez dire. Oui. Ah oui, D'accord. beaucoup de gens ne le savent pas, il faut que les gens savent. Mais quand on abandonne de tels vestiges, vous passez, que vous voyez la pagode, des gens de préservatifs jetés au niveau de la bouteilles pagode, cassées. des bouteilles cassées au niveau de la pagode, le palais des rois, mais vous demandez, mon Dieu. C'est pas des stades Mon que vous allez Dieu. valoriser après. Ok. Non, ce que j'ai envie de dire, il faut aussi. Est-ce qu'il a fallu qu'une association d'Américains qui se reconnaît avoir des origines camerounaises qui étaient venus au Cameroun, justement, on a fait tout un tapage justement sur Bimbia et autres, et ça a permis justement aux Camerounais d'observer et d'avoir mal aussi, de comprendre que donc au Cameroun on peut encore C'est tout avoir, récemment, hein. on a encore des coins comme ça dans ce pays qui peuvent valoriser notre histoire. Le Rwanda aujourd'hui vit avec son génocide. Ah oui. Ça fait Voilà. très mal. Ah oui, ah oui. Ça fait très mal à toute l'Afrique entière, particulièrement au Rwanda. Mais aujourd'hui, on ne blague pas avec le génocide au Et les Rwanda. sites. Cette Ils ont question-là fait- est abordée ils se par sont les réconciliés déjà avec cette histoire. Et aujourd'hui, on a écrit tellement de livres. Et vous entrez dans l'un des plus... Mais attendez, Il y a des films qui sont c'est-à-dire réalisés par qu'on rapport à a rendu hommage à toutes les personnes qui ont rendu l'âme, à toutes les personnes qui ont... À toutes les personnes qui ont... Mais je manque même les mots. Parce qu'aujourd'hui, vivre une telle situation au Cameroun, et il faut poser où on n'arrive pas à entretenir de simples bâtiments, de simples infrastructures routières. Que voulez-vous? Comme le tunnel Vous de- croyez Le train. qu'on réussira justement Les voies à ferrées. réhabiliter toute une histoire 50 ans après? Où sont nos ressources? Et Que je sont peux- devenues je nos peux raser. ressources? En 1916, puisque vous parlez des rails, les Allemands avaient pour principe de rallier au Tchad. Hein. Oui, Avec absolument. le principe de rallier le chemin de fer au Ouais, Tchad. ouais. Hein. Aujourd'hui, on nous dit que c'est impossible parce qu'il y a des Impossible falaises. comment? On nous dit Puisque que c'est les impossible études parce avaient qu'il y a eu été des faites falaises. en 1912, qu'ils étaient déjà installés à Mokolo. Voilà. Alors, Très bien, on va arrêter là pour cette question. Bon, Bengan, on a semblé ne pas être d'accord sur un point, mais je tiens à dire que vous et moi, nous convergeons vers le même point, hein, malgré ce semblant de divergence de vue. non, mais c'est pas divergent. Je Oui, dirais seulement que oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Ceux qui aspirent avec, justement, qu'ils ne soient pas des religieux. d'accord. Oui, Non, oui, de toutes oui, les oui. façons. Monsieur Rifo. Oui, oui, De absolument. toutes les façons. L'autre précision, Oui. c'est qu'il ne faudrait pas qu'on relance le train sans avoir géré ce tunnel de Ndjong. De Ndjong. Ces différents tunnels de Ndjong, il faut qu'on les gère. Oui, oui. Et non aller mettre des couches de badigeonnage, pensant dévier l'eau. Non, 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 il faudrait qu'on le fasse. 1930, 2019, c'est Non, ça fait 89 ans. beaucoup, C'est bon. Gamin. D'accord, C'est très bien. beaucoup. On va arrêter là. On va arrêter là pour cela. Florazé, tout de suite, la revue des réseaux sociaux avec vous. Oui, Eric Fop aussi. 3 informations.
Mais la toute première qui fait le buzz tout de même, hein, et qui implique la personne de Rigobert Song, c'est bien sûr, en tout cas, cette rumeur qui a été partagée encore et encore sur la toile. Alors, je vais revenir sur cette information qu'on a pu relire sur les réseaux sociaux. Rigobert sont attendus au TCS vendredi 12 avril à 11 h. Il doit être entendu dans le cadre d'une affaire de vente fictive de gilet pare-balles entre le fils bébé, le père et Rigobert Song. Donc voilà l'intégralité des propos qu'on a pu donc du post publié qui a été partagé sur tous les réseaux que vous pouvez imaginer. On rappelle quand même que tout de suite après cette annonce, Rigobert a justement voulu donc s'interroger, en tout cas s'exprimer par rapport à cette rumeur. Actuellement en Égypte, il a donc répondu en disant qu'il n'a jamais reçu aucune convocation venant du TCS. Il dit qu'il ne sait même pas de quoi on parle justement par rapport à cette information. Vous pouvez imaginer justement les réactions de nos chers internautes. Certains estiment qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'autres disent, Rigobert, dis-nous clairement ce qu'il en est. Alors lui, il dit que les gens arrêtent de vouloir déstabiliser les autres ou ternir l'image d'autres personnes. A-t-il réagi à notre champion d'Afrique 2002, Eric Fopoussi? C'est chaud en tout cas sur les réseaux sociaux à travers cette information. Alors moi j'ai envie de faire d'abord un coup de gueule après cela parce que ça fait déjà le deuxième cas de corrélation qu'on fait avec Mbengo. Le premier grand écart malsain qui avait été fait, c'était avec Madame le maire de Douala, deuxième Madame Denise Fampou. On avait voulu la mettre dans la boue, on avait voulu salir son image en la liant avec le cas Mbengo. Heureusement, à l'époque, ces équipes ont été très alertes et ont fait ce communiqué pour clairement remettre les choses là où elles devraient être et dire clairement qu'il n'y a aucun lien à faire entre l'affaire Mbengo et elle. Là, c'est la première chose que je voulais faire parce que il y a une certaine presse qui passe le temps à faire des rapprochements indécents. Pour le cas Rigobert Song Baranak, alors il faut dire que les informations qui arrivent actuellement, comme vous l'avez dit, sont contradictoires. Alors, je commence par vous, Bourbain. Quel est votre regard sur ce qui se passe là? Non, ça veut dire, comme m'a dit Rigaud lui-même, qu'il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art j'allais dire, de dire n'importe quoi sur les gens, de ternir l'image des autres personnes. Il y en a qui se plaisent à ce jeu. Maintenant, on ne peut même pas se poser la question de savoir, est-ce que Song Baranak, footballeur en Europe, a-t-il une entreprise quelque part que le même ministre peut utiliser pour faire un certain nombre de choses? A-t-il les liens? Parce que footballeur, il peut quand même être avec les chefs d'État, avec beaucoup d'objets. Est-ce que ce n'est pas des connexions de Song Baranak qu'on a utilisées? Bon, c'est voilà autant d'interrogations que, j'allais dire, je pense c'est un Américain qui l'a dit, que les informations qui, au préalable, étaient réglées au bar, commencent maintenant à faire le tour du monde simplement parce qu'on peut faire un déclic quelque part. Bon, Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Pour l'instant, il faut être prudent. Je vais donc arriver à la deuxième, mais je suis parlant. J'interpelle également les magistrats. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ce sont les magistrats qui laissent prospérer ce genre de rumeurs. Parce que vous n'entendez jamais, nous avons des juges d'instruction ici. On peut faire des commissions rogatoires, un certain nombre de choses pour donner la clarification. Et ça rentre donc dans ce qu'on disait tout à l'heure, réconciliation de l'État et de la nation. Est-ce que le citoyen se reconnaît dans les institutions qui les dirigent? Est-ce qu'un magistrat peut venir là pour le cas Mbengo, puisqu'il s'agit de lui, et dire que oui, il lui est reproché ça, il est mis en examen et que lorsqu'il sera blanchi, on dit qu'il est blanchi. On a eu le cas de Olangena Wono, de Mebara, on leur dit détournement de 1000 milliards de francs. Finalement, on les juge sur 700 millions. Donc, et au lieu que le magistrat vienne vous dire, oui, il était mis en examen pour avoir acheté 1000 vestes. On s'est rendu compte que non, ce n'était pas 1000 vestes, c'était plutôt 3. Il avait eu 6 vestes cadeaux. Donc,
En fait, c'est ça qu'il faut dire ici. D'accord. Mais nos magistrats, malheureusement... Ok. Alors, oui, alors, Chalamel, ce qui est intéressant, c'est que il me souvient dans un pays comme la France, Jérôme Cahuzac avait été pris à partie par Mediapart à l'époque. Il était allé à l'Assemblée nationale française, au Palais Bourbon à Paris, où il avait clairement dit les yeux dans les yeux à la représentation nationale française qu'il n'avait aucun compte en Suisse. Et par la suite, ça s'était révélé vrai, les propos et les révélations de Mediapart. Est-ce qu'on peut imaginer que on est dans une configuration similaire avec le cas Rigobertson? Ouais, monsieur Eric Fopoussi, Oui. dans le premier, dès qu'on vous accuse, même si vous êtes coupable, commencez d'abord par nier. C'est la première règle. Vous niez d'abord. Oui. La seule personne à qui vous ne devez pas mentir, c'est votre conseil. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il a été très maladroit. Pour faire plus sérieux, il a été très maladroit. Rigobert Sombana. On a eu plusieurs cas où on l'a accusé d'un certain nombre d'affaires. Où oui. son nom est sorti dans plusieurs affaires. Tout Donc, à fait. citer ça aujourd'hui devrait être long, monsieur Eric Fopoussi. Jamais il n'a répondu, il est resté silencieux. Pourquoi dans une telle affaire comme celle-ci, rapidement il se précipite pour faire une sortie, et peut-être avec un ton que moi je juge un peu arrogant, de dire, n'a-t-il pas de conseil? N'a-t-il pas d'avocat? Et puis sur Facebook, le faire sur Facebook. N'a-t-il pas une batterie? Cela démontre encore, monsieur Eric Fopoussi, l'amateurisme avec laquelle les gens gèrent leur carrière, les gens gèrent leur vie, leur image. Arrivant à un niveau comme lui, ce n'est pas Rigobert Sombana qui devait descendre aussi bas, monsieur Eric Fopoussi, à se jeter, à se plaire. J'ai même cru que c'était un faux compte de Rigobertson, parce que j'ai même cru, mais c'est pas possible. Tout ça, oui, Charles. Donc, monsieur Eric Fopoussi, ce qu'il vient de faire, il vient d'ouvrir le bal. Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez que les gens vont aller fouiller des torchons désormais. On va fouiller entre ses orteils jusqu'à découvrir beaucoup de choses. Et je peux vous dire que d'ici à lundi, vous allez voir beaucoup de choses désormais. D'ici à demain, il y aura une nouvelle révélation. Vous allez voir des choses qui vont désormais sortir. Oui. Face à ce genre de choses, comme on l'avait dit pour Samuel Eto'o, vous n'êtes pas obligé de réagir. Vous n'êtes pas obligé de... Si vous vous rendez compte que cette histoire n'a ni quête, ni tête, ni queue, vous vous taisez, vous laissez passer la folle rumeur et aussitôt qu'elle sera passée, à ce moment vous pouvez essayer de tirer les ficelles, voir qui tirait les ficelles derrière. Mais pour l'instant, vous réagissez à l'immédiat en disant vous ne savez même pas de quoi il est question, vous n'avez reçu aucune convocation, mais vous le saurez. C'est ceux qui ont été à côté, qui ont vu comment on faisait votre convocation, qui vous ont dit sur mon toit. Je rappelle que beaucoup de personnes ont été sorties du territoire, ils n'ont pas su que c'était du territoire. C'est le jour qu'ils vont à l'aéroport pour monsieur, vous ne pouvez pas autoriser à sortir du territoire. Rappelez-vous du cas IA. Oui, bien sûr. Le cas de IA Mohamed. C'est vous qui, monsieur il faut aussi que ceux qui étaient assis quand on faisait sa convocation ont vu, ce sont ceux qui ont mis l'info dehors. Même si à la présidence de la République, on ne sait plus qui a le secret de quoi, tout se retrouve dehors. Ce n'est pas une convocation comme cela. Donc la personne qui a dit, voilà, qu'il attend, elle va revenir d'Égypte, peut-être à l'époque, on va le remettre. Ou bien s'il est intelligent qu'il reste en Égypte. Allez-y, Karine. Oui. Non, mais je vais quand même dire que c'est une grosse bourde. C'est vrai qu'on dit chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais encore qu'il s'agit quand même de Rigobert Sombana, qui est connu dans le milieu du football et depuis récemment dans le milieu de la politique aussi, parce qu'il s'y est bien intéressé. Et on va dire que de nos jours, quand même, les réseaux sociaux sont au début et à la fin de beaucoup d'informations. C'est-à-dire que l'information commence souvent par là. Oui, de l'information et des désinformations. Ça veut dire que l'information commence par là et chute aussi souvent par là. On a eu le cas de Nadia Photo. On dirait qu'elle était avocate. Vous avez vu quelques heures après. Et elle est venue comme avocate. Et c'est sûr, ça toile toujours qu'il y a des droits d'auteur. Non, la vérité, c'est que la manière avec laquelle Rigobert Sombana s'est défendu sur les réseaux sociaux, non, il faut le dire. Et ils doivent souvent s'accompagner de communicants, d'une équipe de personnes qui les conseillent. Parce que ça, il a choisi d'aller se jeter dans la fosse à Caïman. De manière donc frontale. maintenant, il va recevoir des coups, ça c'est clair. Et je peux vous dire que lorsqu'une information comme ça sort, ça ne sort pas de manière gratuite. Il y a quelque chose derrière. Et il faut savoir gérer cela avec beaucoup de tact. Alors, Flores, on va avancer. Hein? Oui, Eric Fopoussi.
À travers la crise anglophone, hein, les kidnappings et autres sont devenus de nouvelles modes opératoires de certains hommes armés. On en parlait encore ce matin, un magistrat enlevé, tout de suite libéré, ce qui pose encore pas mal d'interrogations dans la demeure de Justice Sambou. C'est la joie parce que justement il a été donc retrouvé libéré justement après avoir été kidnappé, et on est donc dans le coupé Mané Ngouba, et rappelons qu'on est toujours en pleine crise anglophone, et justement c'est la famille qui est donc dans la joie, et on revient justement encore sur le mode opérateur de certaines personnes armées. Pourquoi lui, en tant que magistrat, Eric Fopoussi, pourquoi a-t-il été enlevé puis relâché immédiatement? C'est encore l'autre question qu'on se pose. A-t-il été torturé? Voulait-on certaines informations? Autant de questions, Eric Fopoussi, qui fusent encore autour de cet enlèvement et même en même temps libération. Alors, Chalamel, vous avez d'ailleurs sur ce plateau fait tout un sujet sur cette question des kidnappings et le business des rançons et tout ce qui va avec. Alors, Borobeng, est-ce qu'on peut dire que ça obéit à ce type de procédé, surtout que là, on est dans un contexte où c'est le corps judiciaire qui est attaqué, qui est touché. Il y a une expression qu'on dit souvent, le nerf de la guerre. Et tout le monde sait que c'est de l'argent. D'accord. Et on vous dit l'industrie de la guerre. Même c'est que la guerre apporte de l'argent. Oui. Mais même si la guerre élimine les vies. Donc nous sommes dans une position où il y a une guerre civile. Moi, je continue à poser cette orientation donnée par le Social Democratic Front, qu'il y a une guerre civile. Mais j'allais dire, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Nous sommes donc, il y a là-dedans du terrorisme, il y a dedans du banditisme, il y a revendication politique, il y a tout dedans. Maintenant, qui contrôle quoi, on ne sait pas. Donc, c'est la complexité de la situation qui fait que aujourd'hui, il y a un magistrat qui est enlevé à Beuya et relaxé le lendemain. Sa famille ne veut pas s'exprimer si on a payé la rançon ou pas. Et je trouve ça normal. Il ne faut pas en parler, puisqu'en fait, nous sommes dans une situation où on a peur de tout le monde. Quand vous enlevez déjà un magistrat, un président de tribunal, alors et nous autres, nous sommes à la merci de ces brigands-là. Donc, ça devient compliqué. Donc, il y a l'industrie de la guerre. Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils veulent avoir un peu de moyens? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent faire peur? Mais je pense que le magistrat, et je le conseille, comme vous avez dit, il va donner ses explications à l'interne. Très bien. C'est tout. Mais c'est déjà bien qu'il soit revenu à la vie sans problème, sans qu'il y ait eu des dégâts, peut-être moraux, mais sur le plan physique, apparemment, il est rentré en bonne santé. En tout cas, oui, il n'a pas connu le même sort que le sous-préfet de Batibo, qui avait lui aussi été enlevé, lui étant évidemment du corps judiciaire. Alors, Chalamel, ce cas obéit à quoi pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que chaque jour qui passe, cette guerre se complexifie davantage. Elle se rend complexe davantage et on ne parvient plus à démêler le bon du vrai, du faux. On est perdu. Vous savez, dans une première phase, on revendique la division. Une deuxième phase, non. On voudrait, nous avons l'État, on va payer notre monnaie, on va faire le drapeau, on va faire... Une autre étape, non. On ne veut même plus ceux qui sont là, on se divise. Donc, vous voyez, ça c'est de... Aujourd'hui, on est arrivé à l'ère des kidnappings et des demandes de rançon. Quelqu'un avait dit qu'on ne peut pas mettre un policier derrière tous les Camerounais. Mais cette situation crée une psychologie. Je vais vous dire que le responsable du DCI Board, depuis qu'il a voyagé, il est en psychiatrie, monsieur Eric Fopoussi, de l'autre côté de l'Occident, parce qu'il a perdu quelque chose, il a été traumatisé. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous êtes gardé, avec qui vous êtes, comment vous êtes, le régime de la terreur qu'on vous inflige, les mots, on va te tuer, on tire, boum, 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 vous entendez les tirs, les coups de... Des choses auxquelles vous n'avez pas... Ça traumatise. Vous pensez que ce président, le magistrat qu'on va libérer, c'est une personne normale qu'on a libéré? C'est quelqu'un qui a été véritablement traumatisé. Il faudrait qu'il soit reçu déjà par un psychologue, je sais pas, on dit quoi là?
psychanalyste, je sais pas, psychiatre. ou un psychiatre, Oui, hein. qui va le recevoir. Un Il faudrait psychologue. qu'on essaie d'évaluer, M. Rifopoussi, ses capacités de jugement, parce que là, il est sorti, ils ont payé combien? On ne l'a pas libéré gratuitement. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à kidnapper même des bébés. M. Rifopoussi a réclamé 30, 40 000 francs pour vous remettre votre bébé à défaut de ça sur le corps que vous allez retrouver. Voyez jusqu'où c'est arrivé. Vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Et même si vous savez qui c'est des gens qui sont dans les alentours. On a toute la logistique nécessaire. L'armée a toute la logistique nécessaire. Pourquoi dans ces lieux, on ne met pas des GPS tracking pour savoir où ils sont, où ils dorment et les récupérer? Comment se fait-il que les vias de transfert, les méthodes avec laquelle ils gèrent le transfert d'argent, c'est les mobile... Ou bien ceux qui négocient. Pardon, c'est un truc numérique. Comment on appelle la monnaie? Ils utilisent les voies numériques comme les téléphones portables, facilement traçables. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas là? Y a-t-il des complicités? Qui se cache derrière ces complicités? Qui sont les négociateurs? Qui portent de l'argent? Qui vont récupérer? Tout ça, il faut établir et on va se rendre compte qu'il y a de grosses personnes qui sont cachées derrière cela et qui s'empiffrent comme Bamboka dit du nerf de la Ok, guerre. je rappelle que officiellement, l'État ne négocie pas avec les terroristes. C'est ce qui est officiel. Oui, mais Alors, également... officiellement. Alors, Karine, on est ceux sur- qui le font, c'est les Russes. Oui. Les Russes, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils ne négocient pas. Ils gazent tout le monde et on dit, vous avez vu comment ça se passe? Et au moins, on les voit sur les Ok, télévisions, monsieur. Karine, à vous, hein, votre commentaire aussi. L'État ne négocie pas avec les terroristes, mais lorsque votre population est en danger, qu'est-ce que vous faites? On ne négocie pas avec les terroristes. Est-ce que les gens qu'on kidnappe sont les terroristes? Est-ce que les personnes qu'on renvoie les corps aux familles sont des terroristes? Est-ce que ces petits-enfants qu'on enlève là sont des terroristes? On parle de 6 adolescents enlevés à Fongo-Tongo. Est-ce que ce sont des terroristes? On ne négocie pas. Est-ce que vous voulez la population ou vous voulez la guerre? Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas si le Cameroun veut la guerre ou pas. Est-ce que l'État du Cameroun a décidé de déclarer la guerre finalement aux sécessionnistes? Ou alors, est-ce qu'on est encore dans la négociation? On ne comprend rien. Mais toujours est-il que les fronts se diversifient et ça devient ça devient plus qu'une guerre. Ça s'intensifie. Ça s'intensifie et de toutes les façons, on s'en fout. Maintenant, le front de la guerre n'est plus juste les questions anglophones et tout. Tout le monde en veut gazer, tout le monde en veut enlever. Est-ce que c'est seulement les anglophones qu'on tue? Est-ce que c'est seulement les francophones qu'on tue? Ce sont des Camerounais et parfois même des étrangers qui en souffrent. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qui va mourir en dernier pour qu'on arrête ça? D'accord, oui. Florazé, votre commentaire d'abord Oui, sur oui, ce justement, magistrat. non, Oui. La vérité, c'est que justement, on a l'impression que ces hommes armés peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que kidnapper un magistrat, kidnapper un sous-préfet, hein, soit le tuer, l'enlever, le relâcher après. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils opèrent partout où ils veulent, comme ils veulent. Et également, on a besoin, si on réussit même à maîtriser la situation, comme on le dit, qu'on nous informe également et qu'on rassure les populations. Ce n'est que ça qu'on demande. Sinon, après tout ce qu'on observe, et au fil du temps, on vous dit on a enlevé tel, on l'a relaxé après, on a enlevé des enfants ont disparu, et après ils sont revenus. Non, mais après, on a l'impression que justement, les choses ne vont pas s'arranger de sitôt. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est en pleine guerre? C'est la question. Alors, ce qui est certain, c'est que, et d'ailleurs, je le dis pour le fustiger, et ce n'est pas normal, on est en train de banaliser actuellement ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. On banalise d'abord les kidnappings, c'est devenu monnaie courante et on en parle comme si c'était une normalité. On banalise les morts, on estime que lorsqu'on dit qu'une personne est morte au nord-ouest et au sud-ouest, ça devient normal tous les jours, personne ne s'en émeut. Désormais, ça, il faut le regretter, il faut le condamner, il faut le déplorer. On est en train de minimiser les déplacés internes et là encore, je suis un tout petit peu choqué par ce débat inutile qui est créé autour des chiffres, de combien y a-t-il de déplacés internes ou pas, même s'il y a un seul déplacé, c'est un problème pour une nation. Il faut qu'on dise aux gens. Donc, ce qui se passe actuellement, cette banalisation de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest n'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. On ne doit pas acter ça. Ça, c'est pas possible que désormais, on puisse tous les jours parler de kidnapping et que ça devient quelque chose de comme si Chalamel allait acheter un bout de pain à la boutique. Donc, ça, il faut arrêter ce spectacle malheureux. Ceux qui nous dirigent doivent prendre conscience de ce qui se passe et que il y a feu dans la maison. Et lorsqu'il y a le feu, tout le monde se précipite pour chercher, je sais pas, un bout de sable ou pour chercher un seau d'eau pour éteindre le feu. Donc, il faut que tout le monde se bouge un peu dans ce pays
pays pour qu'on arrête ça. Ça commence un peu à trop faire, ça commence à bien faire. Et quand on entend des ministres à Yaoundé nous dire que la situation est sous contrôle, on a envie de dire, monsieur, attention à ce que vous dites, c'est l'avenir de ce Cameroun que vous mettez en péril, c'est votre avenir à vous et vos enfants que vous mettez en péril. Il faut arrêter ça, c'est pas normal du tout. Oui, Chalamel. Oui, monsieur Arif Fopoussi, et le crime contre l'humanité les attend, ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas un petit dossier. Qu'ils s'amusent comme ils s'amusent, on connaît tous là où ça va se gérer. Voilà. Si on prend un cas, 75 000 familles, comme on dit, et que chaque famille, on passe sur la base de 3. Multiplier 3 par 75 000 familles, ça vous donne 225 000 personnes, monsieur Eric Fopoussi. Donc nous sommes dans la barre de 300 000 déplacés sur le plan de vue interne. Quel est le type de prise en charge qui est fait? Descendez à Bonabéry, vous allez voir. Allez du côté de monsieur Eric Fopoussi, de Bouddha, de Babadjou, vous allez voir. C'est des élites de certains villages qui, parce que peut-être Dieu leur a permis d'avoir un peu d'argent, qui se retrouvent à prendre certaines familles en charge. C'est l'église, vous déplacez, vous allez voir des gens qui ont fait des dons de 200 sacs de riz à l'église, 300 sacs, parce qu'ils sont parqués dans certaines salles. Faites le tour de certaines églises, vous allez vous rendre compte que ces familles sont parquées là. Quand on vous dit aujourd'hui que ce sont 15 000 familles, ça se gère comment? Quelle est la traçabilité? On devait nous rendre compte par une fiche, monsieur Lifopoussi. C'est par décret du chef de l'État qu'on a créé un ensemble de comités de suivi. Et ce comité doit rendre public en disant que voilà, nous avons fait ci, nous avons fait ça. À moins que c'est comme Bombok nous dit, comme la Croix-Rouge, ils ne rendent pas compte. Non, mais je vous ai dit, et c'est là qu'il faut déplorer tout cela. Il me souvient que un monsieur nous a écrit ici tout récemment pour nous dire que au Cameroun, il y a des règles d'administration et que si le président est représenté par un sous-préfet, ça va. Non, il faut qu'on arrête ce type de discours. On gouverne et gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est gérer, ce n'est pas administrer. Et c'est peut-être là où aussi ce pays a un problème, hein, où on veut tout gérer avec l'administration, où on veut tout administrer. Tout Je rappelle qu'un candidat à la présidentielle tout récemment, Joshua Oshi, pour ne pas le citer, avait proposé à l'époque de supprimer les dames. Ça ne sert à rien. On sort des gens de l'ENAM qui font du mal à ce pays. Je rappelle que la France, je rappelle qu'il y a un projet de loi en France où il veut supprimer l'ENA. Il trouve que l'ENA ne sert à rien là-bas. Je me rappelle que ici au Cameroun, Joshua Oshi a parlé de supprimer l'ENAM. Les gens ont dit que non, si on supprime l'ENAM, ça ne change rien. Là où vous avez copié l'ENAM, là où ils ont copié l'ENAM, en France, on veut supprimer. Donc pour leur dire que quand dans ce pays, on propose des choses pour que tout le monde soit à l'aise. Et il y en a qui sont assis sur leurs intérêts personnels et qui voient tout de suite ce qu'ils vont perdre en termes d'avantages et de privilèges et ne pensent pas à l'avenir de tout le monde. C'est ça le problème. Et les gens doivent cesser de penser pour leur propre nombril. Oui, allez-y, Macky Sall, après avoir supprimé le Sénat, qui était budgétivore, a pu réaliser un ensemble de projets. 22 milliards de francs CFA pour la construction des centrales photovoltaïques. Lorsqu'il a repris tout à l'heure, il a repris il n'y a pas quelques jours, on l'a réinstallé dans sa nouvelle fonction. Il a pris l'engagement de supprimer les postes budgétivores, parmi lesquels celle du Premier ministre. Oui, il a demandé, il dit non, ça ne sert à rien. Il a dit, il a laissé un nombre de mois au Premier ministre lui demandant de voir dans quelle mesure son poste va être supprimé, comment est-ce que tout cela pourra être géré. Bon, je crois quand même, M. Fopoussi, 70 ministres dans un pays, diviser 70 ministres par 23 millions d'habitants, vous voyez à quoi c'est un ministre. Divisé. Vous allez vous rendre compte que 70 ministres divisés par 23 millions, ça veut dire un ministre pour combien d'habitants? C'est de la pléthore de dépenses inutiles pour ce pays. En tout cas, je vous ai dit hier qu'il y a un doublon tout à fait. Et c'est comme ça dans ce pays. Hein. Ministère du Travail, ministère de l'Emploi. Je ne sais pas si elle différence entre emploi et travail. Alors, Flores, on termine. On termine cette revue des réseaux sociaux, Flores. Avec quelques images. Alors, on va, avec l'aide de la réalisation, on aura quelques images. Je ne pouvais pas passer à côté de ces images sur les réseaux sociaux qui poussent toujours nos chers internautes à commenter. Alors, on est à Yaoundé. C'est vrai également, je fais une sorte de lien avec la colère de Chalamel quand on parle de bâtiments. Alors, on est à Yaoundé, au niveau de la poste centrale. Donc, observez très bien. Maintenant, ça, c'est en soirée. Hein. On a pris le temps de faire. C'est un bâtiment public, il faut le dire. Oui. 1930, date de construction. Donc, en soirée, voilà le ça se transforme en boutique. Supermarché. En boutique, supermarché et tout.
chaussures, Bravo. Bravo, la République. Bravo, vêtements, bravo, je suis content. téléphone, tout ce que vous pouvez imaginer en soirée. Quand vous sortez du boulot, hein, vous allez là. Vous pouvez vous arrêter vous là, faites ravitaillez, tout votre oui, shopping et vous rentrez faites à la votre maison. shopping et puis vous rentrez. Non, on en parle comme ça, mais c'est terrible. Et puis ça, on revient encore sur la colère de Charles Hamel pour dire justement, regardez comment on conserve nos bâtiments, nos infrastructures. C'est carrelé, Fiora. En plus. Donc, c'est vraiment horrible. Est-ce qu'on est dans une république bananière où tout le monde peut faire Quel bâtiment ce qu'il moderne veut, est créé dans le monde? des commerçants, je sais. Je savais quand même nos Camerounais qui se débrouillent, hein, parce qu'il faut quand même, ils sont des Camerounais, Faut survivre. pour la plupart avec des diplômes qui n'ont pas réussi à s'insérer dans la vie active, donc qui maintenant sont obligés de se lancer dans dans le commerce. Mais est-ce que c'est le lieu indiqué Oui. pour le faire? Oui, Normalement. Bon, Charles Hamel dit c'est oui. le bon, lieu indiqué pour le faire. Bon, Oui. les images parlent d'elles-mêmes alors. Alors, c'est le- sincèrement, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que nous sommes gouvernés par un gouvernement, permettez-moi la tautologie, un gouvernement qui au final fait de la tolérance administrative. Certes, il faut l'admettre, mais quand on regarde les images qu'on vient d'avoir à l'écran là tout à l'heure, c'est à se demander si ce pays marche sur la tête, parce que c'est quand même terrible pour ceux qui nous regardent à l'étranger. Je ne sais pas, choisissez un pays, le pays que vous voulez. Bon, choisissons un pays comme la France. On imagine que là-bas ils nous regardent aussi là-bas. Imaginez que nous soyons là. Hein, je prends le palais Bourbon, l'Assemblée nationale en France, et que la nuit, lorsqu'on a éteint tout le monde est rentré chez soi, que les gens viennent installer les chaussures, installer les habits pour vendre comme ça. Voilà en fait l'image. Et je rappelle que nous sommes là en plein centre-ville de Yaoundé. Nous sommes à la poste centrale de Yaoundé. Ce n'est pas une affaire qui se passe en périphérie, nous sommes au centre-ville de Yaoundé. Alors, il y a deux choses qui se dégagent. Première chose, il y a d'abord le désordre, il y a d'abord l'impuissance de l'État qui laisse faire. Mais il y a aussi que c'est la conséquence de quelque chose. C'est que les Camerounais, comme vous le voyez, n'ont pas grand-chose à faire et se débrouillent comme on le voit. D'ailleurs, il y a tout récemment une décision qui a été prise par la ministre du Développement urbain et de l'Habitat pour interdire les commerces à la pause centrale. Parce que, selon elle, il fallait réduire les embouteillages à cet endroit précis de la ville de Yaoundé. Alors, cette décision est impopulaire, diversement appréciée, parce que les gens disent, certes, c'est beau de chasser les gens de la pause centrale. C'est beau, bonne intention, mais où allez-vous les caser? Où allez-vous caser toutes ces familles, tous ces Camerounais qui ont derrière eux 4, 5 enfants qu'ils envoient dans les écoles, où ils payent ou qu'ils nourrissent, ou comment allez-vous faire pour que le pays soit beau et que le pays soit viable? C'est toute la question qu'on pourrait se poser. Oui, Charles Hamel, oui. Il paye le ticket, laissez-les. Il paye le ticket. Mais, sauf que les brigades Madame de le contrôle, ministre, monsieur, Oui, justement, madame, je ne vais pas comprendre s'il paye. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je prends le cas que je maîtrise bien d'Okoti. Non, c'est grave. D'Okoti, descente du tunnel, il y a des brigades de la police, des polices municipales, qui viennent le soir en disant que vous savez que vous devez payer. Ils payent le ticket. Laissez-les vendre. Vous voyez une ville comme Douala n'a qu'un seul marché central. Pour combien d'habitants, monsieur Eric Fopoussi? Une seule ville comme Douala a un seul marché central. Une seule ville comme Yaoundé a un seul marché central. Pléthorique dépassé. Ça dépend. Bonabé, il devait avoir un marché central. Bonamoussa dit, Lokpom, toutes ces zones, Lokpom, Lokbessou devraient avoir un marché central. Monsieur Eric Fopoussi, ils sont dépassés, ils n'ont rien à faire. S'ils veulent qu'on libère les endroits où eux, ils vont passer... Vous voulez dire qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de place au marché central de Yaoundé? Il y a quelle place, monsieur? Non, je pose la question, Charles Hamel. Les gars vendent même sur le gazon. Les gars vendent même sur le gazon. On doit avoir 3, 4 marchés centrales. Les boutiques sont toutes... Monsieur il faut pousser. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Aujourd'hui, on dit que projet d'aménagement du fleuve vous a un problème. On veut les barrages, mais ils vont faire un aménagement. Non, lutte contre la pollution des nénuphars et tout, oui, ils sont là-bas. C'est autre chose que ce que nous, on a besoin. On a besoin des marchés, monsieur Eric Fopoussi. On a dit on ne veut pas voir les gens qui vendent en journée. Ça dérangeait quelqu'un, même le chef de l'État, ça dérangeait. Quand le chef de l'État passe avec son véhicule, est-ce que les gars là sont là? Ils ne sont pas là.
On dit que demain, le chef de l'État passe, libéré, les gars disent d'accord. C'est depuis des années. C'est depuis des années, monsieur le Fopoussi. Moi-même à Yaoundé, j'avais ma place. J'avais ma place là-bas à Yaoundé, monsieur le Fopoussi. Je vous le dis. À la descente, on ne va pas citer là. À l'ancien, monsieur le Fopoussi. Descente SNI? Non, pas SNI, de l'autre côté. Descente Stonel? Non, après le. Camtel? Dans le Cameroun, le truc là, comment vous appelez ça? Le commissariat central. La descente du commissariat central, monsieur le Fopoussi. Non, le commissariat central. Après central? Non, à la descente. Oui, mais le centre culturel français, là, la descente, là, j'avais. Ah oui, oui, vous me rappelez. Justement. J'avais ma part là-bas, la formation du centre. J'avais mon truc là-bas. Quand le chef de l'État passe, on dit, monsieur, fermez. Vous fermez. Vous rentrez dans son quartier. Lorsqu'il est passé, on dit, il est passé, on vient ouvrir. C'est ça. Voilà un pays où on a plongé, on a poussé tout le monde à devenir des débrouillards. Des débrouillards, monsieur Rifopoussi. Vous venez dire à ce monsieur qui ne reste plus là, demain il va prendre l'arme. Demain il va prendre la machette. Il va se retrouver à découper les gens. Dieu seul sait, vous savez que la présence de ces gars a limité les agressions à la poste centrale. Vous savez comment on agressait à la poste centrale? Vous savez que lorsque vous arrivez de Douala, vous voyagez et que le bus doit vous laisser, le bus vous laisse loin au niveau de Néo. Pour ceux qui viennent loin au niveau de Néo, vous devez marcher à pied jusqu'à la poste centrale. Alors imaginez-vous qu'un gars sorte tout droit vers la statue de Charles Tangana, vous découpe et repart. Qui viendra vous sauver? Donc on arrête un peu, monsieur le Fopoussi. Il n'y a rien, pas d'éclairage, pas de suivi, pas de pronom. Laissez ces gars. Payez vos tickets, les gars, battez-vous. Même jusqu'à minuit, attendez. Non, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il faut construire les marchés et ça pourra permettre qu'on... Dans un pays, on ne peut pas casser, on peut pas faire les œufs sans casser les œufs, Chalamel, mais il faut avoir l'aide des garpilles et ça c'est... où je vous rejoins, et il faut trouver des endroits de recasement pour ces gens-là. Monsieur Eric Fopoussi, pour tracer la route derrière Studio Photo Golden, pour tracer la route, là-bas on a coupé la concession de mes grands-parents. Hein. On a coupé la concession de mes grands-parents pour faire passer la route derrière Studio Photo Golden. Ça, c'est les sacrifices qu'on a fait. Mais qu'aujourd'hui, on va vous dire qu'on va recasser. Donc, on arrête un peu, monsieur le Fopoussi. Et on a fait ça dédommager. Donc, il faut dire que c'est un peu grave, là. Oui, Bambok, sur cette image, sur les causes, parce que c'est les conséquences de quelque chose, ces images-là. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Nous disons c'est l'échec. Qu'est-ce qui a causé? C'est une politique de tâtonnement ou alors le refus d'appliquer la feuille de route laissée par Amadou Ahidjo. Je vous ai pris l'exemple dernièrement en citant un commissaire, il s'appelle Bobo Ousmanou. Il a été commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Il a fait une tribune où il disait par exemple, il voudrait qu'on ressuscite le projet d'un CAM pour la région de la Damawa, pour commencer à résorber le chômage. Il y avait plein de projets et tous les projets du Cameroun étaient des projets intégrés qui devaient contenir l'exode rural, donc maintenir les jeunes dans des situations d'avoir du moins dans la développement local, qu'ils aient en ruralité les mêmes conditions que ceux qui sont en ville. Un samedi 18 juin 1983, le chef de l'État décide que non, il n'en est rien. Et le 14 août 1986, il lance son plan quinquennal où il dit qu'on n'ira pas au FMI. Sauf quelques temps après, le ministère des Finances, son ministère des Finances de l'époque s'appelle Sadou Ayatou. Il dit, je le cite, vous pouvez trouver ça dans Cameroun Tribune numéro 3804 du 20 février 2014. Il dit, je le cite, les solutions du FMI sont des solutions de choc. Et les pays qui y ont recours ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Fin de citation. Voilà le problème. Où ça nous a amené. Voilà. Et sauf que, la même année, lorsque Eric Tindje pose la question au chef de l'État, mais vous avez créé une banque des PME, le FOGAP. Les gens sont en train de détourner de l'argent et tout. Il dit qu'il n'a pas de preuves. Or, voilà comment, quand les grandes entreprises, Midevi, Fonader et tout ça, ONCPB ferment, on donne l'argent au FOGAP qu'on ne retrouve pas. Les jeunes doivent aller où? D'accord. Et c'est où je vous rejoins, Chalamel, c'est que au-delà des marchés qu'il faut construire davantage, il y a également une politique agricole qu'il faut mettre en place pour montrer aux Camerounais qu'ils peuvent évidemment gagner avec le peu d'argent qu'ils investissent dans cela. Ils peuvent investir dans la terre et gagner 3, 4, 5, 10 fois plus que ce qu'ils gagnent étant là-bas. La terre, oui.
Il faut donc avoir accès à la terre et la route pour aller au champ. D'accord. Mais on va trouver il ne faut pas oublier que nous sommes dans le pays du discours. On ne parle pas de l'agriculture au Cameroun depuis hier. Ça fait bien longtemps qu'on en parle. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un projet qui est né de cette agriculture ou de ces discours-là qui a commencé à produire. Il y a le projet Agropole, banane plantain. Et c'est où, monsieur Mbachou? Il y a aussi le projet Magnon de deuxième génération. D'accord. Et c'est resté dans le tiroir. Très bien. Ok. Merci à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Merci encore appuyé sur cette image qu'on vient de découvrir. Bâtiment historique Carrelé. Oui, du vrai Cameroun, du Cameroun des sans-dents, du Cameroun de ceux qui sont, comme vous le voyez, menacés, torpillés et ceux qui souffrent au quotidien avec les réalités. Vous le dites, Chalamel, il faut qu'on se le dise et qu'on dise les vérités en face, que ceux qui sont en haut le sachent, que nous sommes, qu'on suffoque de leur manière de gouverner. Alors, Florazé, on va tout de suite prendre interpellation, mesdames, messieurs. On donne la parole à un compatriote, on l'écoute et ensuite on décrypte ses propos. À tout de suite. Pour moi, pour que le Cameroun avance, nous devons d'abord revoir nos mentalités. Parce que quand on voit des jeunes, il y a plein de jeunes diplômés qui chôment, ils vont dans des entreprises, peut-être parce qu'ils ne s'appellent pas tel, même peut-être parce que l'oncle n'est pas dans la société. On ne les recrute pas. Moi, par exemple, mon cas, je suis allé dans maintes entreprises, on m'a demandé qui est mon parent, je suis l'enfant de qui, et pourtant j'ai des diplômes. Me voici fait ce que je n'ai pas fait à l'école. Ça sera par rapport à la mentalité. Ne pas regarder que non, je donne uniquement à mon frère. Même à celui qui n'est pas ton frère, tu peux donner. L'amour du prochain et faire avancer la société, c'est un peu ça mon point de vue par rapport au développement de la société. Voilà, une jeune compatriote qui se plaint. On voit très bien que là encore, ça montre les incongruités de ce système qui opprime, ce système qui exclut ceux dont ils ne veulent pas, ceux dont ils ne veulent pas sentir l'odeur. Et on voit très bien que cette jeune femme a subi des mésaventures terribles. Alors, bon, Bengan, d'abord, pour vous, quand votre commentaire de ce qu'elle a dit. Oui. Non, ça veut simplement dire que nous sommes dans un pays qui est à construire, mais on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire. C'est ça l'incongruité. Il va besoin de dire qui est votre parrain. Donc, on devait être en principe dans un environnement de plein emploi. Que vous décidez de devenir réparateur de ventilateurs, vous allez le faire et trouver les gens qui Mais c'est un métier qui est en voie de disparition, mon bon. Voilà, maintenant même celui de plombier. Que vous décidez d'être enseignant, vous aidez, vous trouvez. Mais regardez, comment quelqu'un vous dit, il a même une licence professionnelle en transport et logistique, il va aller où? Il va aller où? Dans un pays, vous sortez de Polytech, les ingénieurs chôment dans un pays. Il y en a même une session, je pense, une promotion des ingénieurs, que l'Ordre national des ingénieurs du génie civil a dit, vous n'avez pas été mal formé, on ne vous prend pas. Vous pouvez imaginer ça dans un pays où tout est à construire. Et termine, l'écrivain Achille Mbembe, son dernier voyage au Cameroun remonte à juillet 1993. Il donne l'accord d'interview à Charles Ndongo. Vers la dernière question, il lui dit, mais comment voyez le pays? Il reste un moment, après il dit, à notre époque, on s'efforçait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les jeunes sont les forçats contre la mort. Ils luttent pour ne pas mourir, ils ne vivent pas. Voilà. D'accord. C'est du tout. Ça veut tout dire pour ces Camerounais qui se battent au quotidien pour avoir un emploi et qui sont chassés comme des malpropres dans ces entreprises ou dans ces bureaux administratifs à la recherche de l'emploi parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils sont fils de personnes. Et c'est d'ailleurs cette justice sociale que nous appelons dans ce pays, cette égalité de chance pour tous et pour chacun que nous appelons dans ce pays, parce que lorsqu'on se décrit être une république, lorsqu'on dit être une république, on doit pouvoir donc mettre en place des attitudes et même des règles qui soient équitables pour tout le monde. Alors, Chalamel, votre commentaire de cette image, cette jeune Camerounaise, elle est dépitée, ça se voit dans ses yeux qu'elle a subi des mésaventures inavouées. Monsieur Lifopoussi, il faut dire aux Camerounais qu'il y a des formations, il y a des emplois qui nécessitent ce qu'on appelle une lettre de recommandation. Ça, c'est important.
il y a des emplois, M. Fopoussi, où forcément on a besoin d'avoir une recommandation. Cette lettre de recommandation qui a remplacé ce qu'on appelait l'enquête de moralité. Pour vous recruter dans certaines fonctions, il faut au moins qu'il y ait une enquête de moralité. Jusqu'à un certain moment, il fallait qu'on sache, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, comment vit votre couple, votre foyer, pour pouvoir vous confier un certain type de gestion. Dans d'autres entreprises, on ne peut confier des responsabilités qu'à certaines personnes qui sont déjà mariées, qui ont un statut de déjà marié. Donc ça existe. Et ça touche, il faut que les gens comprennent. Mais il y a d'autres qui en font un peu trop, M. Eric Fopoussi, qui même pour recruter un simple valet... Pas seulement un peu, beaucoup trop quand même. Beaucoup trop, oui. Pour recruter qui t'a envoyé, tu viens derrière qui? Ça, c'est les mots. Tu viens derrière qui? Ton père, c'est qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Donc voilà des questions qu'on pose. Et puis il y a cette fameuse affaire pour laquelle moi je vais me battre jusqu'au dernier pour cette histoire de l'expérience professionnelle. Moindre recrutement, expérience professionnelle, 10 ans. 10 ans. Expérience professionnelle, 5 ans. Ressources humaines. Quand vous recrutez quelqu'un dans les ressources humaines, monsieur, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, oui. Je fais la face parce que je vois que c'est la touche. Expérience professionnelle, 10 ans. Expérience professionnelle, 5 ans. Si vous n'avez pas ça, on ne vous recrute pas, monsieur Eric Fopoussi. Sur la base de quoi? Vous êtes allé à l'école. Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas ceux qui sont sortis de l'ENAM avec expérience professionnelle 10 ans ou 5 ans? Pourquoi l'immédiat on les recrute? Et déjà même qui sont à l'école, ils commencent à percevoir les salaires. Il faut dissoudre cette école déjà d'un monsieur Fopoussi. En tout cas, en France, ils ont fait un projet pour dissoudre l'ENA. Merci. Voilà, parce qu'ils sont souvent très contents de faire des stages à l'ENA. Actuellement, en France, on est en train de Vous avez beaucoup d'enfants qui sont recalés à cause de l'expérience professionnelle. Beaucoup d'enfants qui ont des compétences, mais qui sont recalés parce qu'on dit expérience professionnelle. 9 ans, au moins 10 ans. Chacun arrive plus lui-même, il déchire son dossier. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Vous avez planté le décor tout à l'heure, Chalamel. On vous a écouté attentivement. Alors, Karine Sontia, sur cette interpellation, rapidement. Surtout par rapport à cette interpellation, la question de l'expérience professionnelle m'a toujours taraudé l'esprit. Il y a un métier comme responsable des ressources humaines ou bien responsable du personnel qui n'est un métier qui a subi des formations rien que tout récemment, parce qu'avant on parlait de sociologie, psychologie de l'emploi et autre chose. Mais de nos jours quand même, il y a des employeurs qui réussissent à dire 10 ans d'expérience à quelqu'un qui sort de l'école et on dit qu'il doit avoir maximum 35 ans, s'il vous plaît, quand même. Faisons attention. Il a fini l'école. Il a fini l'école quand? Il a commencé quand? Il s'est formé où? Comment? Et pour un métier qui n'a eu le vent en poupe qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Vraiment, qu'on arrête un peu avec ça. Et puis, je pense que il y a encore ce côté de tribalisme qu'on essaye d'introduire dans les entreprises. Mais de grâce, ne pensons pas que le tribalisme est un frein à l'épanouissement des entreprises. Ce qui est notable, c'est que quand vous avez des capacités à être, des compétences à être employé quelque part et que vous ne l'êtes pas, ce n'est forcément pas la question du tribalisme. Ce n'est pas forcément votre tribu ou autre chose. C'est pourquoi je dis, il y a cette question de l'expérience professionnelle qui est vraiment à décrier. Et il y a encore cette pression de parrainage qui n'est vraiment... jusqu'à aujourd'hui, on se pose bien les questions de savoir on parraine comment, où et qui. Dans certaines écoles, il le faut. D'accord. On a une jeune Camerounaise. Ok, oui, Florence, allez-y. Oui. Nous savons ce par quoi nos sœurs passent quand elles veulent être recrutées. C'est horrible. Elle a beaucoup de chance. Il faut seulement les femmes. Non, je ne pas. Arrêtez de dire seulement les femmes, même les femmes. Arrêtez. Non. Les jeunes Camerounais, à ce niveau-là, je demande. Mais ça, là, tu les jeunes Camerounais. Oui, les jeunes Camerounais. Avec la pièce de 500 francs. Bon. Oui, elle passe par beaucoup de choses, il faut pousser. Les jeunes aujourd'hui sont tellement oppressés. Moi, on a parlé de cette histoire de loge. C'est ça qui décourage même encore les jeunes. Vous allez les jeunes ont des projets à proposer. Vous arrivez, on vous pose un langage que vous ne comprenez pas. Oui, on vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec avec vos compétences, avec ce pourquoi vous êtes là. C'est tout ça qui compte également et qui met justement un frein à ce que les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à rêver dans leur propre pays. Il n'y a pas seulement la question du tribalisme, c'est autre. C'est que la majorité de nos entreprises aujourd'hui sont baignées par des loges, etc. Il faut le dire. Et les jeunes aujourd'hui passent par des choses horribles. Vous allez voir un jeune aujourd'hui de 35 ans qui du jour au lendemain se retrouve à... Non, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'à grimper certains échelons, vous vous demandez comment il a fait. Oui, parce qu'il a vécu une pression énorme. Il en est là aujourd'hui. Et après, vous considérez qu'à 40-45 ans, il est mort de ci, il est mort de ça. Voilà également ce qui gangrène nos entreprises et le milieu de l'emploi. Je vous ai parlé de ce jeune qui m'aborde par Messenger. Il me dit vraiment, Charles Armel, je vais être comme toi.
Il est prêt Je dis, à tout. je Hein. dis, mais tu veux être comme moi, travaille. Travaille. Tu es allé à l'école, il me dit oui. Tu fais ci, il me dit oui. Il dit non, grand, je veux que tu me parraines là où tu es, grand. Dans ton. Mais le langage. Moi-même, je dis, mais moi, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Envoie-le-moi, moi je l'amène dans le bas. Pour la C'est ça le langage. C'est que Oui. tout ce qui vous a. Oui, c'est vraiment. Je lui ai Tu as fait répondu, comment? Flora, je lui ai répondu, là, c'est il le n'a pas été langage. satisfait, il est venu m'attendre ici en bas. À la fin de l'émission, il me dit non, grand, peut-être on ne s'est pas compris, c'est avec moi que tu écrivais là. Grand frère, je suis prêt à tout, il faut quoi? Je me dis, mais D'accord. si c'est déjà ainsi dans la mentalité, il c'est faudrait ainsi. qu'on l'enlève. Qu'on l'enlève véritablement. Moi, j'ai pris le cas de la MIDA, monsieur. Non, Chalamé, vous ne voulez pas revenir sur la MIDA. Non, Alors, j'ai ce pris, que je veux vais dire- arrêter-moi. Ouais, Je passe juste en disant que Oui. où des gens allaient déposer de l'argent pour faire. Si vous avez dans un quartier 30 jeunes, vous avez 30 jeunes qui décident de mettre chacun 100 000, 100 000, vous voyez 100, ça fait combien pour 30 jeunes? Ils sont à combien ils peuvent se lancer dans un projet et on partage équitablement. C'est possible de le faire lorsque vous, en face, vous n'avez pas besoin de mutualisation d'efforts. Et bon, on le dit ici tout le temps. Je pense qu'il faut que les jeunes pensent D'accord. à ça pour pouvoir Des atteindre projets honnêtes pour les l'objectif. personnes honnêtes aussi. Ok, hein, parce qu'après, merci ça, hein, pour. Il y a des mots de- merci, il y a des possibles. merci. Envoyez-moi votre jeune là. Je vais lui dire. Alors, merci beaucoup, madame, monsieur. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Très, très bonne journée à vous. On vous invite à rester. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Très, très bonne journée à vous. Restez sur nos antennes. Merci à nos équipes techniques chapeautées par Emmanuel Wapi, Cédric Chouna, mais également Dallas Chana. Madame, monsieur, on se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.